Merci à tous d'être venus sur ce premier temps d'échange sur l'arbitrage, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le comité organise plusieurs visios là déjà depuis le début du reconfinement. Ça permet de garder le lien avec les clubs, et donc on a fait un peu le tour des commissions, des thématiques, et c'est vrai qu'on n'avait pas encore abordé le thème de l'arbitrage. Donc voilà, je vais laisser Julie, qui est présidente de la commission arbitrage, se présenter, même si la plupart la connaissent. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Julie Verne. Je suis présidente du handball Lunel-Marciargues et je suis aussi nouvellement élue au conseil d'administration du comité de l'Hérault. Et je me suis portée volontaire pour porter un peu un projet, enfin le projet, ou du moins une discussion sur l'arbitrage au sein du comité de l'Hérault. Donc c'est pour ça que j'anime un peu, ou que je co-anime avec les collaborateurs du comité de l'Hérault cet instant d'échange ce soir. Dans l'idée, ça aurait été l'idée de cet instant d'échange, c'est vraiment une introduction pour qu'on puisse déjà aussi vous présenter donc le rôle que va être, ou du moins la démarche du comité de l'Hérault sur le thème de l'arbitrage, de vous présenter aussi, enfin, ils se présenteront du moins les responsables en fait les représentants en fait de la CTA sur le secteur de Montpellier, donc la commission territoriale de l'arbitrage, et qui vous expliqueront également aussi un peu le rôle de la CTA et aussi la distinction entre le rôle des représentants des bassins de pratique avec le rôle des salariés de la Ligue en charge des formations, notamment des formations sur l'arbitrage et de l'aide à la mise en place des formations. Et ensuite, on finira par un petit temps d'échange où vous aurez la parole et vous êtes libre de poser vraiment toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur l'arbitrage, et ou de faire un quelconque commentaire peut-être sur des choses que vous vivez au sein de votre club qui concernent l'arbitrage, ou quelconque suggestion. On a mis en place un questionnaire qui relève de la structure en fait de vos écoles d'arbitrage au club. On l'a envoyé. À ce jour, il y a 8 clubs qui ont répondu. On va le relancer. Ça nous permet en fait déjà de connaître les interlocuteurs des écoles d'arbitrage de chaque club. Et ça nous permet aussi de comprendre éventuellement certains besoins, certaines difficultés que vous avez. Et à partir de cet instant d'échange que nous avons aujourd'hui et des résultats de ce questionnaire, ça nous donnera une base de travail pour réfléchir à ce que le comité de l'Hérault peut apporter sur le thème de l'arbitrage, ou peut aider du moins les clubs sur cette thématique-là, en collaboration bien sûr avec la CTA. Notre rôle n'est pas du tout de remplacer la CTA, qui a un rôle bien particulier et qui est tout à fait en plus légitime et compétente, et nous ne sommes pas du tout là en fait pour remplacer la CTA, mais plus pour collaborer avec elle sur la thématique de l'arbitrage. Donc, si vous voulez bien, si vous voulez vous présenter personnellement et expliquer aussi un petit peu le rôle de la CTA, d'Yvan, de Benjamin, de Corentin sur le territoire de Montpellier, et des référents bassins de pratique, ainsi que de faire bien la distinction, comme on a discuté, Benjamin, avant le début de la réunion, sur quel est le rôle de la CTA par rapport à quel est le rôle des chargés de mission des salariés de la Ligue Occitanie, qui est différent. Le correspondant de la CTA au niveau du secteur Montpellier, donc c'est moi, Yvan Barak, donc je suis arbitre national.
Je suis dans la région depuis 19 ans. Donc la plupart, plus ou moins, je connais. Il y a beaucoup de visages connus. Le but du jeu au niveau de la CTA, c'est de pouvoir être présent et de en fait remplacer l'ancien système des CDA qui existait auparavant, mais dans le même esprit. Oh là là, c'est... Juste 2 secondes. S'il y a moyen. Bref. Donc on est organisé avec une équipe locale C'est pas possible, ça. qui se décline par des bassins pratiques. Donc la CTA, la région montpelliéraine, enfin ou la zone montpelliéraine on va dire, puis les bassins de pratique pour fonctionner au plus proche des clubs. L'organisation locale, il y a Corentin qui s'occupe des JAJ, je m'occupe des JA et nous avons une personne en charge des désignations et qui représente ce soir son club, Benjamin. C'est à moi de parler. La main. C'est à toi de parler. Ok. Donc moi je m'appelle Benjamin. La majorité aussi vous me connaissez déjà puisque je suis natif d'ici. Ça fait depuis 25 ans du coup que j'habite Montpellier. Moi j'ai habité pendant 5 ans à l'extérieur, mais j'en reviens. Je suis aussi arbitre national depuis tout fraîchement. Donc j'arbitre au même niveau qu'Yvan, au même niveau que Corentin aussi qui est monté au même moment que moi. Mon binôme est à Toulouse pour situer un petit peu. Donc nous on est un binôme hétéroclite entre l'ex-Languedoc-Roussillon et l'ex-Midi-Pyrénées. On va dire ça comme ça. Donc on est de la nouvelle génération Occitanie, on va appeler ça comme ça. Au niveau de mes fonctions, donc là je suis président du club de la Chamberte, à côté de ça, depuis juin dernier. Et également je suis responsable des désignations jeunes, adultes et juges superviseurs sur le bassin montpelliérain. Donc le bassin montpelliérain, pour situer, c'est l'ancien département Hérault, qui aujourd'hui s'appelle secteur Montpellier, parce qu'on ne fonctionne plus en CDA, comme l'a dit Yvan. Et donc en gros, je désigne via IAND, via la structure, les arbitres qui sont de niveau T3, voire éventuellement T1, T2, si on n'a pas assez d'arbitres pour couvrir, pour essayer au maximum de vous envoyer des arbitres au sein de vos clubs. Côté de ça, j'ai été responsable de secteur, donc le poste d'Yvan à Toulouse pendant quasiment 2 saisons consécutives. Donc on va dire qu'on bosse beaucoup avec Yvan, Corentin et Léo, donc les autres membres qui sont pas là ce soir, pour apporter une structuration assez pertinente. Et depuis quelques semaines et quelques mois avec le comité, avec cette volonté de remettre l'arbitrage au goût du jour. Donc on va fonctionner de pair entre comité et CTA, puisque l'objectif est clairement de retisser du lien qui avait été un petit peu perdu sur les précédentes saisons, et aussi de vous apporter des solutions à vos problèmes au quotidien vis-à-vis de l'arbitrage. Voilà pour moi. Merci Benjamin. Est-ce que vous pouvez redéfinir rapidement le rôle des représentants des bassins de pratique, des représentants CTA des bassins de pratique, et la distinction qu'il peut y avoir entre les chargés de mission salariés de la Ligue Occitanie de handball sur l'arbitrage, qui sont Arnaud Bouteiller et Grégory, je ne me rappelle plus de son nom de famille, et le rôle des représentants de bassins de pratique qui est bien distinct. Alors du coup, pour refaire un petit peu le schéma je vais le faire brièvement parce qu'on sait que l'arbitrage est une grande famille qui peut prendre beaucoup de temps à expliquer. Aujourd'hui, on a donc 2 entités qui bossent sur l'arbitrage. Il y a le comité d'un côté et la CTA donc c'est
en gros une commission de la Ligue. Au niveau de la commission de la Ligue, il y a un premier niveau, donc tout ce qui est organisation bénévole et une organisation salariale. Au niveau des salariés, on a 2 salariés qui sont entièrement dédiés à l'arbitrage aujourd'hui, qui sont Arnaud Bouteiller et Grégory Cousseau. Donc Grégory est arrivé il y a quelques semaines de ça, c'était juste avant l'AG électif qui s'est déroulé à Carcassonne pour resituer un petit peu le panorama. Il y a une partie, donc Grégory va gérer tout ce qui est organisation structurelle de la CTA, donc en charge des formations, en charge de répondre à vos mails quand vous écrivez à 61000.cta. Donc c'est lui qui gère toute cette partie-là, et à côté de ça, on a Arnaud qui gère aussi la partie communication et aussi la partie formation, puisqu'il est en lien avec l'ITFE. L'ITFE, Institut de formation territoriale et emploi, Institut territorial de formation et emploi, je l'ai mis dans le bon ordre, c'est la même commission que la CTA, une commission au niveau de la Ligue, qui gère tout ce qui est intégralité des formations, formation de joueurs, formation d'encadrant de table de marque, formation d'encadrement d'arbitre, formation, tout type de formation, ça passe par l'ITFE désormais. Ça passe par il n'y a pas de, enfin si, il va y avoir je crois que Dylan Gazeux, qui a été embauché à la Ligue depuis récemment, est en charge, une partie en charge des formations, et il y a un secrétariat qui réalise avec vous les communications et qui a transmis par exemple le guide des formations de l'année en cours avec les mises à jour au fur et à mesure, donc c'est envoyé sur les boîtes mail standardisées. Pourquoi je fais cette différenciation? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CTA, on n'a aucun pouvoir de formation. Nous, Yvan, Corentin, Léo et les référents de bassin, on est juste là pour mettre en pratique les formations qui sont établies. C'est pas nous qui choisissons, par exemple, sur un module numéro 1, le nombre de modules, par exemple, de nos formations, nouveau juge-arbitre jeune ou nouveau juge-arbitre adulte. Le nombre de modules de formation est prédéfini à l'avance, et le contenu est prédéfini à l'avance par l'ITFE. À côté de ça, on a l'institution bénévole de la CTA, donc c'est la grosse partie de la CTA, puisque la majorité sont des bénévoles, un petit peu comme au comité aussi dans les commissions. Donc là, c'est décliné au niveau des secteurs. Sur l'intégralité de l'Occitanie, il y a 7 secteurs, pour vous situaliser un petit peu le panorama. Il y a 40 et quelques bassins de pratique de mémoire, 44 ou 45 de mémoire. Sur le secteur Montpellier, on en a 6 ou 7, je ne sais plus. 7, voilà. Et le rôle des référents de bassins de pratique, qu'on nomme souvent, vous savez qu'on marche beaucoup en acronyme dans l'arbitrage, on va les nommer les RBP. Ces personnes-là, donc il y en a un qui est présent ce soir avec Christopher, ces personnes-là en gros ont plusieurs missions. La première mission qu'ils ont, c'est le management de leur bassin de pratique. Qu'est-ce qu'on entend par management? C'est tout simplement être le relais de proximité au niveau de l'arbitrage auprès de vos clubs. Si vous avez un besoin de formation, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Un besoin de formation, c'est un besoin de conseil, pas forcément que la personne vienne faire la formation. Il sera aussi là pour vous donner des informations si vous ne savez pas qui contacter. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure en disant que c'était l'ITFE qui organisait les formations. Si vous ne savez pas qui contacter à l'ITFE, le responsable de bassin a ou peut avoir les coordonnées. Et dans ce cas-là, il vous transmet ces coordonnées-là pour que vous ayez le bon interlocuteur en face de vous. Le référent de bassin ne connaît pas tout. Il connaît une bonne partie de l'organisation, mais il ne peut pas connaître tout. Si on voit que le référent de bassin ne sait pas, dans ce cas-là, il peut s'orienter vers l'équipe du secteur, le reste de l'équipe, donc en l'occurrence Yvan, Corentin, Léo et moi-même, qui avons aussi des informations et forcément, on va les redescendre vers vous, club. Le responsable, donc le RBP, a aussi des missions de détection de JA et de JAJ. Par exemple, si au sein de vos clubs, vous avez un nouvel adulte qui rentre, que ce soit un homme ou une femme, et qui souhaite faire de l'arbitrage, il va solliciter potentiellement son coach, son manager du club, son responsable, je ne sais quelle personne au sein de l'arbitrage, au sein de votre club, et cette personne-là va contacter le responsable de bassin, ou la personne gérant l'arbitrage va contacter le responsable de bassin pour lui dire: j'ai par exemple 4 personnes qui sont intéressées au sein du club de
de Lunel. Et du coup, par exemple, si le club de Lansargues, qui est dans le même bassin, va avoir un besoin de formation aussi, il y a une formation commune qui va s'organiser. Même chose pour les jeunes, je ne vais pas refaire le même modèle, bien évidemment, c'est exactement le même principe. Sauf que chez les jeunes, il y a une étape en plus. Aujourd'hui, chez les jeunes, il y a la possibilité d'avoir des JAJ clubs. C'est les jeunes filles et garçons qui arbitrent tous les week-ends dans vos clubs, sur des niveaux allant du moins de 11 au moins de 15 pour l'instant, de mémoire. Je crois même sur du moins de 9, ils ont la possibilité si vous avez des plateaux. Toutes ces personnes-là qui vont officier ont besoin d'être rentrées dans une structure qu'on appelle JAJ Club. Le JAJ Club, tout simplement, pour pouvoir leur permettre d'être encadrés dans le cadre de votre structure. Ça compte en plus dans la CMCD, enfin ça c'est un autre point. Cette validation JAJ Club se fait via le responsable de bassin de pratique, encore une fois en mutualisant les ressources. Alors, même principe, si par exemple le club de Lunel et le club de Lansargues ont par exemple chacun 10 gamins à présenter, il y a une formation commune qui va être mise en place. Par contre, s'il y a un seul club qui a 3 gamins à présenter, bien évidemment, l'objectif sera de regrouper avec d'autres clubs pour éviter à la personne qui a potentiellement 4, 5, 6, 7 clubs à gérer de se déplacer indépendamment dans chacun des clubs. L'une des missions aussi, c'est le relais des informations, mais dans les deux sens. Dans le sens descendant, si la Ligue ou la CTA a des informations à vous transmettre, bien évidemment, ces informations passent aussi par eux, puis par les clubs, puisque c'est vos relais de proximité, et c'est inversement dans l'autre sens, via la capillarité. Si les clubs ont des remontées à faire, que ce soit sur l'arbitrage, ils passent par les référents de bassin de pratique, qui ensuite remonteront à l'étape d'au-dessus avec Yvan et le reste de l'équipe, et ensuite passeront aux commissions territoriales de l'arbitrage. La dernière des missions au niveau du référent de bassin de pratique, c'est un suivi régulier de la vie du bassin. Tout simplement, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de club qui se retrouve sur le carreau, que ce soit sur un aspect CMCD, sur un aspect formation ou sur un aspect arbitrage. En gros, ils ont des points, ils auront à terme des points clés qu'ils devront un petit peu renseigner au jour le jour, peut-être pas quotidiennement, mais on va parler plus au niveau trimestriel ou semestriel, en se disant, bon ben voilà, moi j'ai fait tant de formations dans mon bassin au niveau des jeunes, tant de formations d'adultes, il y a tant de gamins qui sortent de mon bassin, et à terme, du coup, il y en a tant qui sont montés au niveau T2, au niveau T1, etc. etc. C'est un petit peu sur le modèle de ce qui se fait au niveau de la Ligue. On sait par exemple au niveau de la Ligue, au niveau de la CTA, qu'il y a un nombre défini de T3, un nombre défini de T2, un nombre défini de T1, mais on s'est un petit peu noyé dans la masse. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment qu'il ait une fiche de route et qu'il sache qu'est-ce qui a besoin d'être fait au sein de son bassin et qu'est-ce qui a été fait par le passé. Sur les personnes qui sont en poste depuis le début et la construction de ces choses-là, forcément, ils vont connaître ces informations-là. Mais l'objectif, c'est aussi qu'il y ait un potentiel suivi de la part d'Yvan et de l'équipe secteur manager, mais évidemment de l'intégralité des instances, que ce soit le comité, la CTA et la Ligue, qui puissent aussi avoir ce pilotage-là et savoir ce qui se passe sur le bassin et sur le secteur plus généralement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était un petit peu dense. Toutes ces infos, elles vous seront redonnées par la suite, bien évidemment. Hein. Là, on vous le présente comme ça à la volée, mais vous aurez des communications pour que vous voyez un petit peu plus clair aussi et que vous mettiez un nom sur un visage et aussi des coordonnées, parce que bien évidemment, si les référents de bassin ne sont pas joignables pour X ou Y raison, vous aurez nos coordonnées avec Yvan. Et donc, si Yvan, tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. Tu as effectivement parlé de tous les niveaux. Simplement pour récapituler donc ce qui a été dit, vous avez des référents bassins de pratique qui sont à proximité et qui vont donc être votre relais direct a priori. Et nous travaillons, Benjamin, Corentin, Léo et moi, avec les référents bassins de pratique pour remonter les informations et pour vous faire redescendre des informations lorsqu'il y en a spécifiquement. Sachant que l'une des missions peut-être qui a
peut-être été évoquée, mais sur laquelle je souhaiterais insister en tout cas, c'est la promotion de vos jeunes arbitres en particulier, ainsi que de vos arbitres adultes, donc vos juges arbitres jeunes, JAJ. Il est important que vos référents bassins de pratique puissent les voir, travailler avec vous pour les remonter, histoire qu'on puisse, quand vous avez des enfants, des jeunes à potentiel, les faire progresser, pas forcément trop vite, mais en tout cas plus vite s'ils en ont les capacités, bien évidemment, et pour les aider à aller arbitrer le plus haut possible. Désolé. Oui, c'est un petit détail. Sur le site de la Ligue, quand on va sur la page de la CTA, on voit un nom d'un coordinateur de la CTA, Jean-Philippe Dubedou. Alors, je ne connaissais pas son rôle. Je connais, voilà. Donc, si tu pouvais préciser, Alors, comme je l'avais pas cité et qu'il apparaît tout en haut, c'est forcément. Je vais te le préciser tout simplement, Olivier. Là, on rentre sur un aspect vraiment, encore une fois, assez spécifique, tout simplement pour les personnes qui situent un petit peu, et je pense que ça m'étonnerait que vous sachiez qui c'était. Il y avait Aurélien Salvador qui était le président de la CTA jusqu'à l'élection, donc sur le premier mandat de Michael Boutin en gros, jusqu'à l'élection jusqu'à l'AG League qui s'est déroulée à Carcassonne, la dernière AG en date. Aurélien, pour des raisons personnelles, a décidé de ne pas reconduire son mandat sur le deuxième mandat de Michael, et du coup totalement arrêté l'arbitrage et totalement arrêté le handball. Par conséquent, il n'y a pas eu de personne qui a repris la présidence. Personne n'a voulu reprendre la présidence de la CTA. Donc en gros, une personne du CA de la Ligue s'est mise en coordinateur et pas en président, parce que tout simplement ce n'est pas déjà les mêmes missions, ce n'est pas les mêmes statuts, il doit y avoir un président, et aujourd'hui comme il n'y a pas de président, c'est un coordinateur qui a l'équivalent des missions d'un président, qui gère les troupes comme un président, mais qui n'a pas le statut de président. Est-ce que ça a répondu à ta question, Olivier ? Il valait mieux pas répondre. On va dire que c'est une réponse. Comment ? Non, mais ça va, je comprends, d'accord. Voilà, en gros, après, c'est. Non, mais c'est pas, je te dis. Il a le rôle sans avoir le titre. Voilà, même pour nous, c'est assez opaque, pour être totalement franc avec toi. Après, c'est. Pour savoir qui est Jean-Philippe, moi, je peux vous en parler, hein, je le connais très bien. C'est l'ancien. C'est le vice-président de la Ligue, hein, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît aussi. Au niveau arbitrage, c'est un délégué EHF, un délégué européen. Donc c'est une personne qui s'y connaît en arbitrage, hein, il n'y a aucun bémol dessus. Après voilà, c'est une personne qui n'a pas le même titre qu'Aurélien, mais qui en a les fonctions. D'accord, bon, ok. Merci, puis il n'y a absolument pas besoin de passer trop de temps là-dessus. C'est juste un petit détail. Pas de souci. Merci beaucoup pour vos interventions. Si je résume bien, par contre, vraiment le contact, quand on est un club du secteur de Montpellier, notre contact privilégié, c'est vraiment le référent du bassin de pratique. Donc, en fonction de ce que tu recherches, c'est là où j'ai fait la nuance. On va dire que pour tout, sauf pour tout ce qui est formation ITFE. Exactement. En gros, désignation. Et voilà, le deuxième truc qui va être un petit peu sorti de ce point-là, c'est la désignation, puisque la désignation de T3, pas de JAJ Club, parce que au niveau JAJ Club, moi, je n'ai aucun accès, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais désigner vos JAJ Club sur vos matchs de moins de 9 à moins de 15. Moins de 15, ça va évoluer à terme, puisqu'il y a une partie des moins de 15 qui va être... ça a été voté lors de pas la dernière AG, l'AG juste avant, où il y a une partie des moins de 15 qui va être déléguée en désignation T3. Je ne sais plus quel niveau exactement, je crois que c'est la division 1 garçon de mémoire. Peut-être la division 1 fille, je ne sais plus. Exactement, je ne sais plus, il faut que je me repenche sur le sujet. Mais bien évidemment, voilà, tout ce qui est désignation, c'est directement passé par moi. Bien évidemment, je sais qu'il va y avoir des remontées, j'ai pas d'arbitre sur tel match, etc., etc. L'année dernière, vous avez probablement eu des mails à foison de ma part tous les week-ends avec les notes de frais. Cette année, vous les aurez pas, puisque c'est les arbitres qui doivent les faire.
Mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas me contacter si vous voyez une anomalie sur une note de frais, si vous voyez un arbitre qui ne s'est pas présenté, si vous voyez un souci, potentiellement un souci sur un match. Il y a eu une bagarre générale sur le match, l'arbitre n'a pas su trop bien gérer la situation. Il ne faut pas hésiter à nous faire un petit mail, Yvan, Corentin et moi, en disant voilà, il s'est passé ça sur la rencontre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment on le gère? Si vous ne savez pas le gérer, bien évidemment que c'est possible. Et même en direct, bien évidemment, vous avez nos numéros, on vous donnera nos numéros. Donc si vous avez un souci sur un match en direct, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Comme je l'ai dit à la dernière réunion avec le comité, on est aussi arbitre, donc forcément, si vous nous appelez un samedi soir à 21h, comme la majorité des matchs seniors, il y a une chance sur deux, on va dire, qu'on soit en train de siffler. Donc on ne puisse pas vous répondre dans la minute. Mais on rappelle quasiment tout le temps. On envoie un SMS qu'on ne peut pas rappeler, donc il n'y a pas de souci sur ça. Je vois qu'il y a des mains qui se sont levées, donc j'écoute les questions. Benjamin, je voudrais te poser 2 questions. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je voudrais te poser une question qui nous est déjà arrivée et qui nous a posé problème. Sur les convocations d'arbitres, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le téléphone? Parce que la dernière fois, on a eu un problème, il était en retard. Et si on avait eu un numéro, on aurait pu l'appeler, il nous aurait dit on va arriver, quoi. Alors, je vais te répondre non, tout simplement pour une question de protection des données. Aujourd'hui, quand on est au niveau de la Ligue, à tous les niveaux, c'est tout simplement peut-être que toi, ça te paraît, et peut-être que pour la majorité des clubs, ça paraît totalement ridicule de ne pas donner les coordonnées d'un arbitre. Mais tout simplement pour éviter tout ce qui peut être pression avant le match, les coordonnées des arbitres sont secrets. Pour te donner même un ordre d'idée, la fédération est en train de réfléchir à une possibilité d'anonymer l'intégralité des rencontres à terme. C'est-à-dire que de même plus avoir la possibilité d'aller sur le site de la fédération, de voir la petite case avec marqué l'arbitre qui est désigné dessus. Parce qu'on sait pertinemment que les clubs et pour les coachs qui ont un peu du ballon, on va parler ça comme ça, souvent les coachs à l'entraînement disent oui, on a tel arbitre, on sait pertinemment que tel arbitre, par exemple, je sais pas, je prends mon exemple personnel avec mon binôme, on sait qu'on est très attentif sur le marché. Un coach qui va nous avoir déjà vu va dire ah ouais, mais eux, Beaufort-Jourdain, ils sont très attentifs sur le marché, donc on va faire gaffe à ça ce week-end-là, donc faites gaffe au marché. C'est plus dans cette logique-là. Ta deuxième question, c'est national aussi. Je connais mais par contre, ce qui est sûr, René, pour répondre à ta question, par contre, ce qui est sûr, c'est que l'arbitre aurait dû vous prévenir. Voilà. C'est une défaillance de sa part. Oui, mais si tu veux, il était en retard, mais on ne savait plus quoi faire. Oui. Quoi. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous faire un petit mail ou nous faire un SMS à Yvan, à Corentin ou à moi en disant on est sur telle rencontre, en précisant bien la rencontre, parce que vous imaginez bien que par week-end, je désigne environ, je ne vais pas être dans l'excès, mais entre 30 et 50 rencontres. Donc, je n'ai pas l'intégralité du calendrier en tête. Et du coup, quand vous faites un SMS ou une communication, vous vous dites voilà, la rencontre à tel niveau, l'arbitre s'est présenté avec tant de retard. Et du coup, après, le responsable de groupe, donc pour les adultes Yvan et pour les jeunes Corentin, derrière leur tomberont dessus. Après, ça peut arriver pour X ou Y raison, que ce soit, je sais pas, un pneu crevé, un accident, un bouchon sur l'autoroute. Il y a plein de raisons possibles. Mais le minimum, et c'est ce on leur enseigne en formation, c'est de prévenir à minimum, de faire un SMS, d'appeler. Je pense que ça prend pas, surtout si on est bloqué dans un bouchon, ça prend pas 3 heures, quoi. Il y a Marc qui avait une question et après Émilie. Je finis la deuxième question. D'accord, René. La deuxième question, est-ce que dans les bassins de vie, pour tous les clubs qui forment les jeunes arbitres, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un programme en disant vous devez faire travailler ça? Moi, ça ne me pose pas de problème, hein. Mais je veux dire, peut-être pour certains clubs qui débutent ou qui changent de référent d'arbitrage, il serait peut-être intéressant de leur donner un chemin, quoi. Alors, et là, je vais te répondre
plus en prenant la casquette de président de club, plus que la casquette de formateur. Aujourd'hui, sur un club, je pense que c'est pas à nous de dire à tel club de travailler sur telle chose. Aujourd'hui, on a des prérequis pour atteindre le niveau T3, on a des prérequis pour atteindre le niveau T2, on a des prérequis pour atteindre le niveau T1, et ainsi de suite pour le niveau national, etc. Comme tu as des prérequis pour atteindre le niveau JAJ Club. Pour atteindre le niveau JAJ Club, par exemple, tu dois avoir satisfait à un test QCM et avoir la moyenne, 10 sur 20. Ce QCM-là est fait par les référents de bassin de pratique. Et je pense que les gamins qui arrivent à passer ce test-là sont des personnes, la majorité du temps, je vais pas dire intégralement du temps parce que ça serait dire une bêtise, mais on va dire 80% du temps sont des jeunes qui sont motivés pour arbitrer. Les 20%, c'est des personnes qui ont été envoyées de force par leur club. Mais ces 80-là, la majorité, remplissent les prérequis. Et dans ce cas-là, derrière, en fonction de leurs notes et en fonction de la pratique qu'ils vont faire au sein de ton club, parce que forcément, si tu nous les as envoyés en formation, c'est qu'ils ont fait de la pratique au sein de ton club, comme je l'ai expliqué, sur du moins de 9 jusqu'au moins de 15. Donc forcément, c'est à tes accompagnateurs, que ce soit toi ou les personnes qui vont les suivre ou les accompagner tous les week-ends, de leur dire, oui, ce week-end-là, les gars, vous avez pas, ou les filles, vous n'avez pas été bons sur l'aspect sanction. Moi, le premier, je suis pas AEA au sein de mon club, je suis que accompagnateur quand je suis présent, parce qu'avec les disponibilités que j'ai, que je sois en suivi ou pas en suivi des jeunes, je vais me permettre de leur faire un commentaire. Et derrière, je sais pertinemment que je ferai un échange avec mon responsable d'arbitrage de mon club, et que si sur la durée, il n'y a pas d'évolution, les gamins, ils monteront pas. Parce que l'objectif, c'est quand même de les faire progresser aussi. Donc, c'est le même principe en tant que formation de joueurs et de joueuses. C'est le ressenti de la personne qui va les suivre au quotidien qui va être plus important que notre ressenti. Nous, notre ressenti en tant que formateur et en tant que suiveur et accompagnateur au niveau secteur va être totalement un avis informatif. Je vais dire ça comme ça. Et c'est la même chose pour les référents de bassin. Si tu as un binôme de gamins ou de gamines qui est totalement apte, de ton point de vue, à monter sur un niveau T3, ils doivent passer par une validation au niveau du référent de bassin. Tu appelles ton référent, tu leur dis, écoute, voilà, j'ai un binôme qui est vraiment au top du travail, je peux plus rien leur apporter, tu peux pas venir les voir, s'il te plaît, parce que il me faut des pions. Et là, tu sais, il va te dire ce qu'il y a besoin de travailler, il va te dire s'ils sont aptes à monter ou pas. Oui, non, mais après, moi, j'ai eu un problème, ça s'est résolu avec un T3 qui était très bon et qui a mis plus d'1 an et demi pour pouvoir le voir et maintenant, il arbitre. Hein. Tout ça parce que ça a été mal défini au départ, hein, parce qu'on était dans le bassin de vie de Béziers. Après, on a été transféré à Clermont. Venez, on va pas refaire l'histoire. Le problème est réglé, tu dis. Oui, le problème est... Non, mais c'est quand même un commentaire. Il y a Marc et Émilie qui voulaient poser une question. Marc ? Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien, ouais ? Oui, on t'entend bien, Marc. Bon. Oui, moi, je suis ravi de ce que vient de dire Benjamin, si ce n'est que je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que pour tout ce qui est JAJ Club, évidemment, je m'arrange avec 3 clubs qu'il y a autour de nous et on me propose aux responsables de bassin de nous faire une séance de JAJ Club. C'est parfait, jusque-là, tout va bien. Le problème, il est beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait travailler nos jeunes pendant 1 année, 2 années, voire plus, pourquoi pas, hein, tant qu'ils ne sont pas mûrs, comme je dis, moi, il ne faut pas les proposer à du T3, quoi. Et je dis ça parce que ça nous est arrivé à l'époque où mon fils jouait en moins de 18, on nous a eu présenté des T3, je suis désolé, mais on détruit le gosse, quoi. Le gosse, il n'est pas capable d'arbitrer, il se fait insulter tout le match, il se fait pourrir par ses collègues, et c'est pas lui rendre service que de réagir comme ça. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, quand le gamin, on sent qu'il est mûr pour passer T3, c'est soit de le voir, soit de le faire voir par quelqu'un de notre club, hein, parce que je comprends bien que tout le monde n'a pas des disponibilités
en courant et à tout va, je le comprends très bien. Alors, Mais j'ai apprécié ce qu'a fait Corentin l'année dernière, où il s'est permis de me téléphoner et de me dire, voilà, on a un jeune, c'est son premier arbitrage de moins de 18, tu le regardes sans, j'ai rien moi à trop lui dire, quoi, hein, mais tu le regardes et puis tu me dis ce que tu en penses. Et ce gamin arbitrait très bien, mais hélas, sa peur a fait que le match a mal tourné, quoi. Il a pris toutes les paroles des coachs c'était Béziers, je crois. Il les a mal pris, quoi, et ça s'est envenimé. Donc, attention surtout à ne pas présenter des gamins qui ne sont pas prêts. Et ça, Justement. j'aimerais bien qu'à ce niveau-là, il y ait une barrière. Alors, je partage et je rejoins totalement ton avis, et on en a longuement parlé avec Corentin, Yvan et Léo, par rapport au retour d'expérience qui s'est passé l'année dernière. Au niveau des jeunes, la structuration qui a été mise en place l'année dernière par Corentin est à terme la structuration idéale. Elle est encore perfectible, bien évidemment, comme tu l'as indiqué, il y a des niveaux à rajouter. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette formation marchait et que les clubs avaient des jeunes à former. Et on en a encore la preuve cette année. Pour être totalement transparent au niveau des désignations, j'avais même plus de jeunes disponibles que de matchs à couvrir. Ce qui était la première fois que j'avais ce cas-là depuis que je suis arrivé sur le secteur de Montpellier. C'est quand même exceptionnel. Ouais. Bon, je mets ça à part. On sait pertinemment que dans notre groupe aujourd'hui, et c'est ce qui est en train d'être fait, au niveau T3, Corentin a pas mal œuvré dessus avec Léo, pour définir 3 niveaux au sein des groupes. Il y a le T3 à potentiel, le T3 perf entre guillemets, le T3 à former et le T3 accédant. C'est ce qui se passe dans tous les groupes où on passe. On en est l'exemple au niveau national. Corentin et moi, on est des accédants. Yvan fait partie du groupe de base. Donc voilà. L'objectif à terme, c'est clairement de mettre des barrières avant chaque passage de niveau. Pour une raison toute simple, comme tu l'as expliqué, la peur, le stress et la sortie du club. Le passage entre le JAJ Club et le JAJT3, on sait pertinemment que c'est le moment le plus stressant pour un arbitre, pour une raison toute simple. Quand il est dans son club, il est dans un environnement sécurisé. Il a son accompagnateur, il a ses parents, il a sécurisé entre guillemets, parce qu'on sait pertinemment que je vois Yvan faire le mouvement de la tête, on sait pertinemment que quand on est dans un club, enfin, après, je ne sais pas comment ça se passe dans tous les clubs. Je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas visité tous les clubs de l'Hérault. J'aurais bien aimé, hein, mais il y en a certains que je côtoie de manière plus régulière que d'autres. Dans la majorité des clubs, ça se passe plutôt bien quand ils sont en interne. À part s'il y a vraiment des parents qui pètent les plombs, comme ça arrive, ou des gamins, des personnes dans les publics qui pètent les plombs et qui partent en vrille. Mais la plupart du temps, ils sont plutôt bien encadrés et bien structurés. Sauf que quand ils sortent du club, ils ont plus ce suivi-là et ce confort-là qu'ils ont apprécié avoir pendant 1, 2, 3, 4 ans, potentiellement, voire plus pour certains qui sont formés depuis leur plus jeune âge. Et on a eu le cas inverse aussi sur la promotion de l'année dernière qui a été promue de club à T3, où je me suis déplacé, Corentin s'est déplacé, Yvan s'est déplacé pour faire du suivi, où personnellement, je me suis déplacé sur un binôme. Je les ai vus, j'ai dit « Ah mais non, mais ça va pas le faire ». Sur un match de moins de 18, je savais avant que le match démarre que ça allait être trop juste. Je les ai laissés faire. Je n'allais pas les couper dans leur élan, je n'allais pas les mettre en porte-à-faux. Il faut les laisser faire. C'est comme ça qu'ils vont apprendre aussi. On a fait un retour d'expérience. Derrière, on a discuté avec eux. J'ai remonté l'information à leur responsable de bassin de pratique qui l'a redescendu à leur AEA. Ça se passe comme ça. Pour répondre entièrement à ta question, la barrière qui doit y avoir entre le passage club à T3, il se passe par le référent de bassin et ou par l'AEA ou l'assimilé à des clubs de ton bassin de vie, de pratique. En l'occurrence, tu es du bassin de Montagnac, je ne me trompe pas? Non, Prades-le-Lez. Prades-le-Lez, donc je ne sais plus quel club il y a à Prades à côté, mais en gros, Prades-le-Lez, c'est Alexia et Elodie qui gèrent le bassin au niveau des responsables de bassin. Alexia et Elodie ont pris un petit peu en cours de route le poste l'année dernière en remplacement de personne, donc ça a été compliqué aussi pour elles de se mettre en ordre de bataille, puisque quand on récupère le travail d'une personne qui avait potentiellement fait ou pas fait, on ne sait pas trop ce qui a été fait, donc c'est un peu compliqué de jauger.
on sait pertinemment qu'il faut travailler sur cette barrière-là. Et à terme, c'est ce qui se passera. Il y aura une barrière qui se mettra en place, comme il y aura une barrière qui se mettra en place pour l'accession au T2. La barrière qui se met en place entre le T3 et le T2, c'est Yvan, Léo, Corentin et moi qui l'avons entre nos mains. Aujourd'hui, on sait pertinemment que quand on a des retours de clubs qui nous disent, on a vu sur ce week-end-là, sur un match de moins de 18 ou de moins de 15, un arbitre T3 qui était excellent. On sait pertinemment que le club il s'est rarement trompé. Donc, peu de temps après, il y a, on va dire, un expert ou assimilé. Hein. Il n'y a pas que nous quatre. Il y a les superviseurs, que ce soit un superviseur national, régional ou départemental, qui va aller suivre ce binôme-là et nous confirmer ou nous infirmer la position qui a été prise. Mais même l'avis des clubs peut être important. Mais il est hyper important. Il est hyper important. Cette année, j'en ai lâché un en T3. Eh ben, je suis allé le voir sur ces 2 premières désignations. Il était à Bougnols. Il a arbitré Montpellier-Toulouse en moins de 16. Ouais. Ou je sais plus, dans moins de 15 ou moins de 18. Moins de 18, je crois. Et bon, je ne l'aurais pas laissé partir s'il n'avait pas été prêt, quoi. Mais c'est ce qu'il faut. Et c'est totalement ce qu'il faut. C'est la protection du gamin. C'est. Et est-ce que tu dis se déroule bien. Ce que tu viens de dire, je l'ai fait moi pour mon T3. Quand il a été désigné, les 2 premières fois, je l'ai accompagné. Après, je pense un peu en sécurité, disons, parce qu'il y a son accompagnateur. Et ça s'est très bien passé, et maintenant, j'y vais plus. Hein. Pour répondre à la question en elle-même, et on a eu la question à la dernière réunion, en soi, c'est pas dérangeant que si tu es l'accompagnateur au sein de ton club d'un binôme que tu veux suivre, que les gamins, ils sont aptes, tu les juges aptes, et nous aussi, on les avons jugés aptes à passer sur du T3, et que le responsable de bassin ou le référent de bassin est passé en disant « Ok, ils montent sur du T3 », et que les gamins, ils se sentent un petit peu quand même stressés, ils ont peur d'aller sur leur première rencontre, que tu te déplaces avec eux, il n'y a aucun problème. Et on ne te blâmera jamais en te disant « Ah, tu t'es déplacé avec eux, franchement, c'est abusé ». Je ne pense pas qu'il y a un club dans l'Hérault qui va critiquer cette démarche-là. Et encore heureux que personne la critique, puisque c'est dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des pratiquants, que d'avoir quelqu'un de repère. Après, il faut bien différencier l'accompagnement sur la feuille de match et l'accompagnement physique. Villeneuve voulait poser une question. Alors oui, juste 2 secondes pour terminer sur ce point-là. Effectivement, le niveau des JAJ et les capacités des JAJ sont essentiels et l'environnement est essentiel. C'est aussi pour ça qu'on a voulu répéter le fait que ça doit venir des clubs pour passer par les référents bassins de pratique avant de pouvoir monter T3. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, ça ne se faisait pas forcément. Et c'est pour ça qu'on a voulu réinsister là-dessus. On est complètement en ligne. Le seul élément sur lequel je voudrais revenir aussi par rapport à ce que tu as pu dire, c'est un JAJ ou même un JA. Ça arrive au plus haut niveau. Je sais qu'au niveau national, des arbitres expérimentés sont repartis en pleurant d'un gymnase. C'est au niveau national, ils se débrouillent. C'est parti au judiciaire, ainsi de suite. C'est pareil au niveau des JAJ. Sauf que ce sont des jeunes. Et que là, les clubs ont obligation, à mon sens, de ne pas laisser faire. Voilà. C'était le seul point que je voulais évoquer. Maintenant, effectivement, on peut laisser la parole à Émilie. Ok, merci. Alors déjà, je vais juste dire un truc avant de poser ma question pour revenir sur ce que René avait dit au début par rapport aux coordonnées des arbitres. Le problème, c'est que nous aussi, parfois, sur nos feuilles de match, on n'a pas les coordonnées des clubs pour les prévenir. Et du coup, on doit passer par nos référents. Et qu'on n'a pas forcément non plus envie qu'on ait nos coordonnées parce que déjà qu'à la fin de match, il y a certains joueurs, ils vont voir le nom, ils vont aller chercher sur Facebook, Instagram, l'arbitre. On se retrouve avec des demandes, mais c'est qui ? Ah, mais c'est le joueur que j'ai arbitré. Donc, avoir nos coordonnées, ça ne nous tente pas trop. Et après, ma question, c'est de savoir si nous, on a des formations, des formations, oui, pour pouvoir apprendre à former les arbitres, justement, et
et aussi à les superviser pendant les matchs? Je réponds dans l'ordre. Première partie, par rapport aux coordonnées, tu as tout dit exactement au niveau des coordonnées, recherche, etc. On sait pertinemment que ça existe, ça existera toujours, et ça existe dans les deux sens, je te rassure, que ce soit un garçon, fille, et même les arbitres qui ajoutent des joueurs ou des joueuses. Ça existera toujours, c'est le principe et le vice du réseau social. Par contre, ce que tu dis que les clubs, enfin que vous, en tant qu'arbitre, vous n'avez pas les coordonnées des clubs, là, je mets un gros point d'interrogation, même d'exclamation, je mets les deux, parce que pour moi, c'est les infos, vous les avez, si vous voulez les trouver. Je te prends encore une fois l'exemple du niveau national ou même du niveau régional que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. J'ai découvert des clubs en Occitanie, du côté Midi-Pyrénées, dans des endroits les plus reculés, où tu te demandes comment le téléphone existe là-bas. Je peux t'assurer que les coordonnées, tu les trouves. Oui, mais par exemple, en regardant sur quand elles sont Internet, pas sur la feuille de match que tu es en voiture, tu peux pas prendre le temps d'être sur ton téléphone, de chercher les coordonnées. Oui, mais Normalement, si, c'est sur la convocation. Normalement, c'est sur la Ouais, convocation. Si ça n'y est pas, tu as quand même la possibilité. Par exemple, je te prends un exemple parmi tant d'autres que j'ai cité tout à l'heure. Tu crèves sur l'autoroute, d'accord, tu te gares, tu vas changer ta roue de secours. Tu vas, en changeant ou en attendant le dépanneur, tu as bien du temps pour chercher sur Internet et dire ah, bon, le numéro, c'est ça. Et même si tu n'arrives pas à les avoir, tu vois, ne serait-ce que faire la démarche d'appeler quelqu'un du club, que ce soit le président, que ce soit le secrétaire, que ce soit le trésorier ou même le correspondant du club, peu importe. Au moins, tu les as prévenus. Tu leur as dit, tu as dit à quelqu'un que tu avais ce problème-là. Et ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, même si vous n'avez pas réussi à joindre le club, je pense qu'il est quand même essentiel que la structure qui vous désigne, en l'occurrence Corentin, Yvan et moi, qu'on soit au courant de ce qui s'est passé. Pour pouvoir, nous, si le club nous tombe sur le coin du visage en nous disant ouais, les arbitres ne sont pas venus, ce qui est totalement compréhensible de la part du club, qu'on ait quand même un argument en disant ben ouais, mais il a eu un accident ou elle a eu un accident, elle était bloquée dans le bouchon, on est désolé. Tu vois, là, en l'occurrence, sur la remarque de René, bah voilà. Si ça m'arrive un jour qu'il y a un club qui me tombe dessus, qui m'appelle, qui me dit ouais, l'arbitre il s'est pointé avec 20 minutes de retard, ben moi autant te dire que direct je prends mon téléphone ou j'appelle Corentin et je lui dis bah écoute, on va appeler l'arbitre concerné pour savoir ce qui s'est passé. Si c'est une raison valable, il n'y a pas de problème. Si c'est une raison parce que j'ai loupé le réveil, voilà. Ça le fait pas. Pour répondre à ta question proprement parlée sur les formations, oui, il y a des formations. Et là, je vais faire ce que j'ai dit en ouverture. Il y a une personne qu'il faut que tu contactes, qui est l'ITFE, ou la deuxième chose, il y a un guide des formations qui a été mis à disposition sur le site de la Ligue, consultable par l'intégralité des licenciés. Je sais qu'il est hyper barbare à être lu quand on n'est pas initié. Je vais te rassurer de suite, il est bien structuré dans l'organisation générale. C'est sur les détails où tu peux avoir des questions. Sur l'organisation générale, tu as quand même des grands encarts en disant formation arbitre, formation joueur, formation encadrant, formation machin. Tu as juste à piocher les modules que tu as envie dans ces formations-là. Et après, si tu as des questions précises dessus, potentiellement, le secteur peut avoir des réponses. Et encore, je dis bien et encore, parce que même moi qui ai bossé à la Ligue, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Voilà. Par contre, il y a un secrétariat qui est disponible, le secrétariat de l'ITFE. Tu les appelles, c'est Sylvie Le Talec que tu vas avoir au téléphone. Tu demandes à Sylvie, tu dis écoute, j'ai un problème, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a même Hamid Fati qui est responsable de l'ITFE. Tu peux l'appeler, tu lui dis voilà, je suis du club de Villeneuve, j'aimerais faire tel type de formation, comment ça se passe? Ils te répondront à tout. Même un mail si tu n'as pas envie de les appeler, ils te répondront. Ok. Montagnac avait une question aussi, je crois. Oui, j'ai une paire de questions à vous poser. Voilà, je voulais. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Roger. Voilà, je voulais vous demander, moi, ce qu'il en était, parce que je suis responsable depuis l'année dernière de l'arbitrage des gamins, parce que je suis un ancien arbitre régional, donc je suis revenu dans le club, je m'occupe des gamins. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que depuis un an que je suis ces gamins, voire un an et cette saison, et j'ai jamais vu de responsable de bassin. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez juger les gamins qu'on fait venir pour essayer de les faire arbitrer et pour nous aider aussi, dans ce qu'on avait dit tout à l'heure, de venir nous dire un petit mot à la fin des rencontres pour nous dire voilà, que le responsable de bassin se manifeste et qu'il vienne nous dire ce qu'il en est. Parce que là, moi, je n'ai jamais vu personne. Donc ça, c'est le premier point.
c'est pas très grave, j'espère que ça se résoudra. Le deuxième point, ça a été posé tout à l'heure, c'est-à-dire que nos JAJ 3, nous on en a 3 qui ont été formés cette année, qui doivent officier, qui ont commencé à officier, avoir en même temps sur un texto pour nous aussi, de manière à savoir aussi qu'ils vont arbitrer, si on peut faire des suivis, nous aussi, de pouvoir, sans juger, voir où ils vont arbitrer et si on peut les accompagner. Voilà, tout simplement les questions que j'avais à poser. Alors, je vais répondre dans l'ordre aussi. Si Yvan, tu me permets, sinon... Vas-y, mais il y a d'autres personnes dans la réunion qui pourront aussi parler sur ce point-là. Alors, pour répondre à ta première question, ton référent de bassin de pratique est justement présent, il s'appelle Christopher. S'il a un mot, je lui laisserai la parole à la fin. Il faut savoir que aujourd'hui, c'est aussi au club, et pas uniquement aux référents, de contacter les clubs. Les clubs ont les coordonnées ou peuvent les trouver, comme je viens de répondre à Émilie, de ces personnes-là, en appelant la CTA, en appelant Yvan, en m'appelant moi ou en faisant SMS. Il n'y a pas de problème sur ça, on peut les donner, les coordonnées. Après, je pense que il y a aussi l'aspect, on va dire, contact, qui a été pris en compte dans nos précédentes réunions. Et je sais pas si Christopher, tu veux intervenir à ce moment ou si tu as... Je te laisse la parole si tu veux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me présente, Christopher Lando. Moi, j'ai encore envoyé un mail en début d'année à Dorian parce que je n'étais pas au courant que ça avait changé de responsable de responsable dans le club de. On est deux, il y a Dorian et moi. Voilà. Mais donc, Dorian, comme avait ses activités, il ne peut pas trop prendre le truc et j'ai pris le relais. Donc du coup voilà, donc comme vient de me dire Benjamin, si moi on vient pas me dire que ça a changé, moi je garde les mêmes correspondants, tout simplement. Après, voilà. Je pense que voilà, comme on l'a indiqué, bon c'est pas grave, ça sera corrigé sur l'avenir. L'objectif aussi du questionnaire qui a été mis en place par le comité, c'est aussi d'avoir ces informations, de les mettre à jour en début de saison, qu'on reparte sur une base totalement saine, totalement plate et totalement carrée, on va dire ça comme ça. Donc je pense que là maintenant on aura l'info. Donc on sait qu'il ne faut plus passer par Dorian, mais passer par Roger, ou en binôme, peu importe. C'est pas ça le problème que je voulais invoquer. C'est pas trop le problème. Je veux pas que le gars soit disponible que pour le Racing Club Montagnac handball. Je voudrais que cette personne-là, un week-end, un autre, je suis sûr qu'elle va sur les terrains. Donc elle a peut-être des activités dans un club, mais de temps en temps, elle se détache parce que moi, depuis 1 an et demi, j'ai vu aucun responsable. C'est pour que lui vienne par surprise voir les gamins, et puis à la fin, on en discute. Mais il va pas... C'est ce que je voulais demander, tout simplement. Alors, oui, sauf que s'il vient et qu'il n'y a personne, ça va être compliqué. Et oui. Nous, on s'organise qu'il y ait ou Dorian ou moi qu'on y soit en permanence. Non, mais dans le sens où il faut bien... Vous pouvez regarder les feuilles de match de cette année et de l'année dernière, que ce soit Dorian ou moi, on a été tout le temps présent. Il faut bien exceptionnellement. Il faut bien qu'il sache à un moment donné, par exemple, qu'il ne va pas aller se déplacer sur une après-midi complète où il y a du moins de 9, du moins de 11, du moins de 13, alors qu'il n'y a aucun gamin à potentiel qui va recruter. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est plus au club, et après, je pense que c'est une démarche à trouver, mais je pense que c'est plus au club de dire aux référents, par exemple, je ne sais pas, le samedi du mois de décembre, il va y avoir un match, que ce soit même un match chaud ou un match pas chaud, hein, il va y avoir un match qui va se dérouler avec un binôme que je juge à potentiel personnellement. Est-ce que tu peux passer dans le club pour donner ton avis dessus? Et je pense que... Vous savez très bien comme nous que quand on va désigner des gamins, pour arbitrer un match, on tâchera toujours de mettre les meilleurs dans les matchs qui seront les plus, avec plus d'opposition. On ne va pas mettre 2 débutants avec des moins de 15 D1 où ça tape. On est quand même conscient de la chose qu'il en est. C'est pour ça que le gars, voyant le planning des matchs aussi, puisse se dire, aujourd'hui, je vais aller voir ce match à Monténègre, je vais aller voir à Béziers, celui-là, je vais... C'est ce que je on va mettre les choses au clair. Il peut venir voir des matchs qui sont assez costauds avec des gamins qu'on aura, nous, invités à cet arbitrage-là. On va mettre les choses au clair. Les informations doivent venir des clubs. C'est-à-dire que... D'accord. Voilà, les référents bassins de pratique ne peuvent pas regarder les matchs de tous les clubs pour savoir ou se douter si des binômes à potentiel vont être mis ou pas, et si il va même y avoir quelqu'un, parce qu'il arrive que le gamin il soit désigné juste avant le début du match. Donc ça,
on ne peut pas s'organiser comme ça. Si on veut essayer d'être le plus efficace possible, sachant, comme on l'a dit, que les référents de bassin pratique ont aussi du travail, et en l'occurrence, Christopher, et sauf erreur de ma part, est employé, donc il a du temps qui est pris. Donc, il faut qu'on s'organise. Pour s'organiser, il vaut mieux que vous, club, vous le contactiez en lui disant, mais écoute, ce week-end, sur tel créneau, j'ai un binôme à voir, est-ce que tu peux venir? Ou j'ai des JAJ à former, comment est-ce qu'on peut s'organiser? J'ai des JAJ à valider, comment est-ce que tu veux qu'on s'organise? Ok. Après, même ça passe aussi, et je continue sur le sujet, ça passe aussi par nous. Hein. Si on voit que Christopher n'est pas disponible ou qu'un autre référent n'est pas disponible, bien évidemment qu'il peut remonter l'information à l'intégralité de l'équipe arbitrage du secteur pour dire, voilà, j'ai le club de Montagnac, par exemple, qui m'a sollicité pour venir dimanche ou samedi à 15h sur un binôme à potentiel. Et du coup, dans ce cas-là, il y a une personne qui se déplace sur place pour le faire. Il y avait une deuxième question, non, je crois? Eh bien, la seconde question, c'était pour suivre les gamins qui ont eu l'examen de JAJ3 et qu'on puisse avoir, nous aussi, les référents d'arbitre, l'information. Comme ça, alors, on peut aller voir un ou un autre gamin, voir comment ça se passe pour eux. Voir si ça s'est bien passé, pas bien passé, voilà. Et là, c'est totalement mon sujet, par contre, donc je vais me permettre de répondre, puisque c'est moi qui gère les désignations. Aujourd'hui, les désignations, c'est quelque chose qui est un travail faramineux. Ça voudrait dire qu'en gros, si aujourd'hui, moi, en tant que responsable désignation, je devais informer tous les clubs des arbitres que je désigne, que l'arbitre va arbitrer telle rencontre à tel endroit, à telle heure, je pense que c'est pas une demi-journée par semaine que je passe à désigner, mais ma semaine complète. Parce que franchement, c'est un travail considérable déjà. Donc là, il faut vraiment... En fait, je pense que c'est plus dans l'autre sens, encore une fois, qu'il faut voir la chose. Encore une fois, il y a... je pense que tous les clubs d'appartenance des arbitres sont en copie des convocations réalisées aux arbitres. Donc, c'est envoyé sur la boîte mail standardisée. Donc, si la secrétaire ou la personne qui gère la boîte mail, je ne vais pas dire faisait bien son travail, mais je le pense très fort, ou sa mission, je pense que l'information aurait été envoyée à la bonne personne. Je mets ça à part là. La deuxième chose, je pense que si le jeune ou le binôme de jeunes souhaite être suivi et souhaite être accompagné, et j'y suis passé par là, avant d'être aujourd'hui arbitre national, j'étais au sein de mon club à la Chambert, j'ai démarré à la Chambert en tant qu'arbitre à 12 ans, et mon accompagnateur qui m'a formé est venu une paire de fois me suivre à l'extérieur. Et à chaque fois, c'est de ma sollicitation personnelle en lui disant « Écoute, j'aimerais que tu viennes pour me rassurer. » C'est un peu ça. Donc je pense qu'il faut solliciter les arbitres au sein de ton club en leur disant « Voilà, potentiellement tu vas être désigné à tel endroit, si ça te dit, moi je peux venir t'accompagner, etc. » Après, il faut bien évidemment que ça ne les mette pas en porte-à-faux, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que la personne qui va l'accompagner soit assimilée à l'accompagnateur potentiel qu'il peut y avoir sur la rencontre. Souvent, et ça a été le cas sur une rencontre où je me suis déplacé pour superviser un binôme, le binôme est venu avec leur accompagnateur club, la personne, avant que j'arrive, s'était mise sur la feuille de match à ma position. Ah non, non. Moi, je me mets en tant que spectateur et en retrait. Exactement. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour le juger, c'est vous qui êtes là pour le juger après. Exactement. Nous, on est là pour l'accompagner. Pour après, à la fin du match, s'il veut discuter avec nous. Moi, c'est mon but. Je n'ai pas le rôle de juge. Je pense que c'est très important. Et moi, c'est ce que j'avais fait sur cette supervision. Quand il y a l'accompagnateur club qui est présent, que l'accompagnateur club soit intégré au débriefing que l'on fait aux jeunes. Et je pense que Corentin avait fait la même et Yvan aussi l'avait fait sur les matchs qu'on avait fait lors de la dernière promotion JA Club à T3. À chaque fois, quand les animateurs école d'arbitrage ou les assimilés et animateurs école d'arbitrage se sont déplacés sur les rencontres, à chaque fois, ils ont été intégrés au débriefing des arbitres. Parce que c'est totalement logique que ces personnes-là qui les ont formés pendant X ou Y années participent à la formation. Et continuent de participer à leur formation, puisqu'ils vont continuer à retourner dans leur club, ces jeunes-là. Et ils vont potentiellement derrière s'investir pour reformer des jeunes derrière. Donc s'ils n'ont pas la bonne info, l'info va se perdre à un moment donné. Donc
En gros, pour répondre à la question, je pense que c'est déjà plutôt bien structuré au niveau des désignations aujourd'hui, avec la multitude des informations qu'il y a. Et en plus, si les binômes et les jeunes prennent conscience de la possibilité qu'au sein de leur club, ils ne soient pas lâchés dans la nature seuls. Je n'ai pas critiqué. Non, je l'entends. Une suggestion, attention, je n'ai pas critiqué. Tout commentaire est critique, mais c'est positif, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, on l'entend totalement, et c'est une remarque que j'ai déjà eue de plusieurs clubs qui m'ont déjà posé la question de savoir s'il était possible que le responsable désignation informe les clubs des arbitres où ils vont. C'est déjà fait, en fait. C'est une information qui a déjà été remontée à la fédération, au service informatique. Ça a été mis en place depuis quelques saisons, puisque les arbitres maintenant sont informés par SMS et par mail. Les clubs d'appartenance des arbitres sont informés par mail sur la boîte mail standardisée. Et en plus, ils ont la possibilité de le voir sur leur e-hand, ces clubs-là aussi, normalement. Donc, il y a quand même une multitude de données possibles pour aller chercher l'information. Ok. Il y a Julie qui voulait prendre la parole. Oui, mais c'était pour rebondir sur ce que disait en fait Benjamin. Je pense qu'en fait, c'est très, très important de garder un lien avec les JAJ-T3. Parce que c'est pas parce qu'ils arbitrent plus pour le club, qu'ils sont plus JAJ club dans le sens ils arbitrent plus les moins de 13, les moins de 15 qui sont pas sur désignation, qu'il faut complètement couper avec ces arbitres-là. Et donc c'est vrai, et comme a dit Benjamin, en fait c'est vraiment, je pense, aux accompagnateurs écoles d'arbitrage des clubs de rester en contact avec ces JAJ-T3 qui sont désignés pour pas forcément aller avec eux sur les rencontres, mais déjà garder un lien en disant comment s'est passé ton match, comment est-ce que tu l'as senti, voilà, des choses comme ça. Ça me paraît très important. Après, alors, vous allez me dire peut-être que c'est plus le cas, mais nous, à l'époque, on avait demandé à Hervé Rigal si on avait le droit en tant qu'accompagnateur école d'arbitrage, donc accompagnateur club, de se proposer, quand on assistait à une rencontre où il n'y avait pas d'accompagnateur, mais que nous, on était certifiés, on pouvait se proposer comme accompagnateur club de la rencontre. Alors, je vais y répondre directement à ton interrogation. Sur le principe, ça ne me dérange pas, et ça dérangera personne puisque le gamin sera suivi et encadré. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'aujourd'hui, et ça a été voté encore une fois lors de la dernière AG, il y a l'obligation pour les clubs sur des rencontres de moins de 9 à moins de 15, voire même sur du moins de 18, puisque c'est souvent des arbitres mineurs, du moment qu'il y a un arbitre mineur, d'avoir un accompagnant club majeur. Dans ce cas-là, vous n'avez pas, en tant qu'AEA ou animateur école d'arbitrage, la possibilité de vous mettre sur une feuille de match, excepté en superviseur. Sauf que aujourd'hui, la position sur la feuille de match superviseur, ce qui a changé de nom aujourd'hui, mais je l'appelle toujours comme ça, juge superviseur, si tu veux, JST, est réservée à la désignation. C'est-à-dire que c'est seulement des personnes désignées sur convocation officielle, au même titre que les arbitres. Donc dans ce cas-là, au final, on se retrouve bloqué dans un système où tu peux aller suivre tes gamins, il n'y a aucun problème. Et moi, j'encourage même, et comme je l'ai dit depuis 40 minutes quand on en discute, j'encourage même les accompagnants, que ce soit accompagnateurs ou animateurs école d'arbitrage ou assimilés à suivre leurs gamins sur la durée, qu'ils soient en club, en T3 ou même en T2, parce que c'est toujours positif d'avoir un retour. Mais par contre, il faut rester à la position, malheureusement, qui est définie. Après, si ces animateurs école d'arbitrage ou ces personnes encadrantes souhaitent encadrer en dehors de leur école d'arbitrage pour avoir un œil sur leurs jeunes, il faut contacter, en l'occurrence, Yvan et toute l'équipe secteur pour participer à des modules, ou même, dans ce cas-là, l'ITFE, pour participer à des modules de formation d'accompagnateur départemental, je crois que c'est le premier niveau de tête, accompagnateur régional, deuxième niveau, et accompagnateur national, ce qui se passe. Je vois qu'il y a une question de Christopher, comment pouvons-nous savoir s'ils sont mineurs ? Comment on peut savoir s'ils sont mineurs ? Part du principe que sur des matchs de moins de 18, tu as des mineurs. Ouais, non, mais tu peux sur Gestand, tout le monde peut avoir accès, enfin tous ceux qui ont accès à Gestand peuvent avoir
l'enregistrement général où tu as le nom de la personne, là où il est né, nationalité et date de naissance. Tu peux pas avoir l'adresse, numéro de téléphone, etc. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que je fais. Après, il avait été évoqué que ce soit mentionné sur les désignations, mais pour l'instant, ça n'a pas abouti. Voilà. Par contre, il faut aussi avoir accès à Gestand. Donc, il faut avoir disons, accès club, chose que les présidents de club, des fois, dans le club où j'étais avant, j'avais pas accès à ça. Hein, ça, c'est clair. Après, je ne sais pas si j'ai répondu intégralement à ta question, Julie, sur le désir de formation, mais voilà. Après, nous, que ce soit, je pense, même au comité, si tu reprends ta casquette de présidente, que tu sois pas, que même nous, au sein de l'équipe secteur, on n'est pas fermé à des âmes charitables qui veulent s'investir pour devenir accompagnateur départemental, accompagnateur régional ou accompagnateur national. Je pense que c'est aujourd'hui la denrée rare qui circule. Pour faire le topo sur ce point de vue-là, au niveau de l'Hérault, donc de tête, je crois qu'il y a 27 clubs dans le secteur, ou 28 peut-être avec Sérignan qui est arrivé. Donc ça fait 27 compétitifs. Si j'enlève, il y a un club qui est uniquement en loisir, de mémoire. Je me trompe pas, Sophie, sur ça? Donc je pense que je ne dois pas me tromper de beaucoup, mais en gros, oui. On est à tout casser 10 aujourd'hui aptes et autorisés par la structure à faire des suivis. Même pas, il y en a 4 ou 5. Oui, mais après, si on nous compte, nous 4, on est 4. Mais si on compte les gens qui aujourd'hui ont le grade, mais ne se sont pas manifestés, parce qu'il y a eu une session de formation l'année dernière qui a été mise en place par Arnaud, donc je sais qu'il y a des personnes qui y ont participé. Ces personnes-là peuvent être intégrées, mais ils ne sont pas intégrés d'office. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une personne souhaite se former, ce qui est totalement honorable pour elle ou lui, de se former à l'arbitrage, que ce soit en tant qu'arbitre, en tant que X ou Y position, si derrière il ne manifeste pas le souhait d'intégrer la structure arbitrage, ce n'est pas un dû. Donc forcément, il ne sera pas désigné en dehors de son club. Et ça, je pense que c'est ce que certains clubs aussi ont potentiellement oublié. Après, bien évidemment, il y a une validation aussi. Nous, on va devoir checker avec l'ITFE pour savoir si cette personne a bien les prérequis pour pouvoir être désignée. Parce que je ne vais pas désigner n'importe qui sur n'importe quelle rencontre. Comme on a pu le dire de tout à l'heure, sur un match de haut de tableau, je ne vais pas mettre un débutant qui vient d'arriver au niveau accompagnement départemental si je sais que le match il va se taper et qu'il y a une chance sur 2 que ça parte à la bagarre. Encore une fois, c'est de la désignation et c'est du jeu de désignation qui est par moments un peu complexe, je ne vais pas le cacher, mais à terme, je pense que ça va se lisser. Mais encore une fois, aujourd'hui, sur le secteur héroltais, on est en grosse pénurie de personnes majeures pouvant officier sur des rencontres en tant qu'arbitre ou pouvant officier sur des rencontres en tant qu'accompagnateur en dehors de leur club ou au sein de leur club. Au sein de leur club, il y a environ 1 à 2 personnes dans la majorité des clubs. Si je ne me trompe pas, ça m'étonnerait qu'il y ait plus de 2 personnes par club qu'on voit de manière régulière sur des feuilles de match. Et c'est aujourd'hui un petit peu la problématique. Et après, oui, pour répondre à la question de Christopher, l'information part du principe que quand c'est du moins de 18, il y a 90% de chances que ce soit un mineur. Parce que il y a, de tête, sur le groupe des JAJ, il doit y avoir 5 majeurs sur 44. Juste, Julie, pour rajouter un point sur ce que tu viens de dire, on a évoqué donc le côté technique, feuille de match, on a évoqué le côté pratique, validation. Si tu arrives d'être sur un match où tu vois que les JAJ font leur match et que la personne qui était à la table ne leur fait pas de retour, je pense qu'il peut être toujours intéressant d'avoir un retour à partir du moment où il est constructif. C'est-à-dire que même s'il y a des choses négatives, à partir du moment où on est constructif, c'est toujours une bonne chose. Et donc, ce n'est pas se substituer à quelqu'un qui ne le fait pas, c'est simplement aider et apporter une aide au JAJ en formation. Donc je pense que ce sera toujours positif.
il m'est arrivé personnellement d'arriver dans un gymnase et de faire un commentaire, même pas dire à chaque fois, mais très souvent. Alors c'est vrai que moi j'ai le côté arbitrage et tu évoquais le fait que toi tu n'étais pas forcément une technicienne de l'arbitrage, soit simplement tu es dans le monde du handball, tu as peut-être vu quelques matchs déjà, les techniciens peuvent intervenir, c'est la volonté, c'est ce qu'on a évoqué lors de notre dernière réunion, que les techniciens justement s'impliquent un tout petit peu plus dans l'encadrement des JAJ en particulier, et à partir du moment où c'est constructif, je pense que c'est toujours le bienvenu, même si on n'a pas l'étiquette officielle de la personne qui est sur la feuille de match ou pas. Après, moi je finirai sur cette question-là, je pense que sur vis-à-vis de notre position aujourd'hui, qu'on soit simple accompagnateur, et c'est pas du tout dégradant que je dise simple accompagnateur, c'est déjà un super rôle, et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui le font au quotidien, parce que c'est un travail, et j'y suis passé, qui est ingrat. C'est un travail où on se prend des insultes, où on doit être un peu le bureau des pleurs des arbitres, et un peu les supporters aussi. Donc c'est un travail qui est hyper ingrat et hyper compliqué à réaliser au quotidien. Au même titre que les arbitres. C'est le même travail. Mais par contre, si un jour, que ce soit dans votre club ou quand vous vous déplacez sur une rencontre avec vos arbitres ou sans vos arbitres, potentiellement vous êtes juste accompagnateur de votre club, et il se passe un problème grave avec l'arbitre ou sans l'arbitre, que ce soit une bagarre, que ce soit un arbitre qui est pris à partie, que ce soit un public qui est dérangeant vis-à-vis de l'arbitrage, bien évidemment que par votre position, vous avez la possibilité de nous faire remonter l'information. En l'occurrence, et dans ce cas-là, c'est déjà remonter l'information, c'est déjà un bon point. Après, si vous avez, on va dire, je prends l'exemple de Julie. Julie, maintenant, tu es élue à la commission, donc tu as aussi la possibilité, toi, de dire sur une rencontre, là, il y a eu un problème dérangeant, de remonter l'information et que derrière, il y ait une sanction qui soit demandée envers un club pour un comportement déviant. Et c'est exactement le même principe que nous, au niveau de la CTA, on a aujourd'hui. Si Yvan, si Corentin, ou si Léo, ou même moi, on se déplace sur une rencontre où il y a un problème, on va être dans l'obligation de faire un rapport. Même si les arbitres ne font pas de rapport. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de me déplacer sur des rencontres où j'ai vu des problèmes et j'ai fait un rapport suite aux problèmes. Et les arbitres n'en ont pas fait. Il n'y a aucun problème sur ça. Et ça sera la commission compétente pourra ouvrir un dossier simplement avec le rapport de la personne extérieure à la rencontre. Il n'y a aucun problème sur ça. Tout ça, pourquoi ? Pour éviter les comportements déviants. Et je pense qu'on a tous cette logique-là aujourd'hui dans notre sport. Enlever ces comportements déviants envers les arbitres et envers nos joueuses et joueurs. Parce que c'est des choses qui sont inadmissibles sur un terrain de handball. On le sait tous. Et on sait que ça arrive tous les week-ends. Je vais quand même dire la première chose qu'il faudrait dire, c'est-à-dire à tous les dirigeants ou tous les entraîneurs qui sont au bord du terrain, de penser que ce sont des gamins qui arbitrent. Aujourd'hui, on l'oublie. Parce que moi, j'ai été arbitre pendant plus de 10 ans. Je sais ce qu'il en est sur un bord du terrain, ce que se fait conspuer et tout. Alors, on fait des erreurs, qui n'en fait pas. Et encore plus des gamins. Et si on ne fait pas comprendre aux dirigeants et aux entraîneurs de ce qu'il en est, ça ne pourra pas toujours marcher. Après, je pense que... Et ça fait partie du jeu. Et je pense qu'on l'a tous déjà vécu, des coachs, et on a tous chacun dans nos clubs des coachs qui aiment jouer avec les arbitres. Moi, je suis le premier à en jouer. Je suis coach de moins de 18. Je suis arbitre national à côté et président de club. J'ai une politique qui est de tolérance zéro sur des excès de conduite vis-à-vis de mes coachs et vis-à-vis de mes joueurs. C'est-à-dire que si j'ai un joueur qui manque de respect à un arbitre ou à un adversaire, il est sanctionné en interne au niveau du club. Mais bien évidemment que quand je vais être en coaching, si je ne suis pas d'accord avec une décision arbitrale, je vais le faire savoir. Je vais le faire savoir, pas de manière désagréable, mais voilà. Je vais le faire savoir. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est surtout ça, c'est pas la manière désagréable. Après, je comprends, moi j'ai joué, j'ai pris des cartons jaunes, je me suis fait expulser. Ça, c'est normal, ça fait partie du jeu, même au contraire, ça forme nos gamins. Exactement. Un entraîneur est trop virulent, moi je suis coach, il y a un temps mort, je les appelle, je leur dis voilà, s'il continue, vous mettez un carton, c'est à vous, c'est vous les patrons sur un terrain. Donc quelque part, ça les apprend à gérer un match. Mais ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est qu'il y a des gens, et qu'on puisse leur parler avant, qu'on puisse leur dire les choses et qui ne veulent pas comprendre que ce sont des gamins. C'est là que j'arrive pas, même quand on est pris par le jeu. Et je pense que c'est un point, et aujourd'hui c'est en train de
peut-être mis un petit peu en place avec tout ce qui se passe entre les attestations d'honorabilité, etc., hein, pour stopper ces déviances-là, que ce soit en interne au niveau de nos clubs, mais aussi sur les terrains, bien évidemment. Et là, je pense que c'est à nous, présidents de club, ou à vos présidents ou de présidentes de club, de faire le ménage en disant, une personne, quand vous êtes en interne au sein de votre club, qui a un comportement déviant sur un terrain ou dans les tribunes, cette personne-là doit être sanctionnée. Moi, je sais qu'à la Chamberte, et c'est déjà arrivé, je ne dis pas que c'est jamais arrivé, la première personne qui a eu un mot envers l'arbitre, il va me voir débarquer dans les tribunes en face à face et ça va pas être un moment sympathique à passer. Donc, et là, pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que c'est moi le responsable légal de mon club. C'est-à-dire que s'il y a un problème légal envers un gamin, derrière, je récupère. Donc, et c'est là où il faut que tous les dirigeants de club comprennent cette nuance-là. Après, bien évidemment que ça fait partie du jeu aussi de se faire chahuter. Qui, en tant qu'arbitre, ne s'est jamais fait chahuter sur un terrain? C'est formateur aussi, hein, mais c'est comme ça. Quand on est arbitre, qu'on se fait chahuter, moi j'aimais ça. Hein. Après, il faut savoir, il faut y jouer. Hein. Voilà. On a nos armes après. J'ai eu des arbitres jeunes quand j'étais joueur où je me suis trouvé plusieurs fois dehors, hein, mais ça fait partie du jeu. Mais quand on est adulte et quand on est gamin, c'est totalement différent. Moi, c'est là où je veux... Parce que la sensibilité d'un gamin, il ne faut pas trop la toucher. C'est pour ça que je suis protecteur des gosses. C'est pour ça que je me suis mis avec les gamins. Parce que moi, je crains des gueules, comme on dit chez nous. Moi, j'ai jamais craint personne. Donc, aujourd'hui, ça me fait pas peur, même s'il fait 1m80, que c'est le président du club et que ça me convient pas, je lui rentrerai dedans en parole. Quelque part, je me ferai respecter. Mais sur un gamin, j'apprécie pas. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'un gamin, il peut se tromper à n'importe quel moment. Et il y a des gamins qui débutent et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Et ils ont la même chose dans leur club. C'est là où je n'arrive pas à sensibiliser ces choses-là. Merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, avec plaisir. C'est beau. Rapidement, du coup, je vais passer sur... Je vais rapidement vous parler un petit peu quel va être éventuellement le rôle du comité sur cette thématique de l'arbitrage. Je vais vous partager vite fait une diapo. Voilà. Tout le monde la voit? Oui. Alors, on a pas mal parlé durant ce temps d'échange de justement, parfois, il y a le référent du bassin de pratique, il ne connaît pas les référents dans les écoles d'arbitrage et inversement. Donc, l'un des premiers des gros rôles du comité, ça va être vraiment d'essayer de faciliter ce lien entre les clubs et la CTA. Donc vraiment, c'est ce qu'on est en train de faire avec le questionnaire et avec la collaboration avec la CTA, c'est d'essayer de combler les trous qu'on a aujourd'hui et l'objectif, c'est que 100% des clubs connaissent leurs représentants de bassin de pratique, qu'ils aient leurs coordonnées, et qu'aussi 100% des référents de bassin pratique sachent à qui ils doivent s'adresser dans un club pour parler de l'arbitrage et pour parler notamment des JAJ, pour aller voir les JAJ et faire tout ce qui est la promotion du JAJ Club au JAJ T3. Ensuite, aussi un rôle de faciliter le lien entre les clubs de chaque bassin de pratique. Alors, on a des exemples aujourd'hui qui fonctionnent de différents clubs d'un même bassin de pratique qui communiquent entre eux et qui partagent, par exemple, des formations de JAJ Club, des choses comme ça, sur les bassins de pratique entre clubs pour essayer aussi mutualiser tout ce qui est des ressources. Parce qu'il peut y avoir un club qui est très structuré en termes d'école d'arbitrage, qui a un animateur école d'arbitrage, qui a un technicien de l'arbitrage, et on peut avoir un club qui est vraiment en développement au niveau de son école d'arbitrage et qui, lui, aurait peut-être besoin de quelqu'un qui sache bien former les JAJ dans les formations et tout ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est de mutualiser les ressources, enfin, de favoriser la mutualisation, parce qu'après, forcément, ça sera le bon vouloir et ça sera à l'initiative des clubs. Mais de faciliter cette mutualisation des ressources et ces échanges de bonnes pratiques. Et enfin, un second rôle que pourrait avoir le comité, mais là on n'a pas encore vraiment défini des actions précises, ça serait sur faciliter le développement des écoles d'arbitrage, des clubs, en collaboration avec les référents des bassins de pratique,
sur, par exemple, là, on fait un questionnaire où on essaye de savoir quels sont les besoins ou peut-être les manques des clubs. Si on a, par exemple, si on a un club qui n'a pas assez d'arbitres club, je parle, sur un week-end, ponctuellement, éventuellement, collaborer avec un club voisin pour obtenir un JAJ pour officier une rencontre, des choses comme ça. Et aussi sur, est-ce qu'il peut y avoir un besoin de faire des formations en interne sur les JAJ clubs. Voilà, essayer un petit peu de booster tous ces dialogues, toutes ces discussions autour de l'arbitrage. Donc après, au niveau des premières actions qui ont été faites, alors on a fait une réunion entre le comité et la CTA, une première réunion d'introduction où on s'est présenté, on a échangé au niveau justement de la relation club CTA, du rôle que pourrait éventuellement jouer le comité là-dedans pour aider à obtenir les coordonnées et à les mettre à jour régulièrement. On est en train de créer une cartographie des acteurs des écoles d'arbitrage des clubs pour les mettre en commun et pour aussi les diffuser aux autres clubs, enfin les mettre en commun sur la plateforme qui peut être le site web du comité de l'Hérault, par exemple. On a lancé un questionnaire à destination des clubs, justement en référence dans cette idée de créer une cartographie. On a en cours la création d'un groupe de discussion sur des personnes sur le secteur qui seraient motivées pour discuter sur d'éventuelles actions que le comité pourrait mener au niveau du développement des écoles d'arbitrage. Et enfin, on a créé une page d'arbitrage sur le site web du comité de l'Hérault et on a mis à disposition... On a référencé en fait tous les documents officiels et on les a référencés sur une même page qui sont mis à disposition des clubs. Parce que je sais qu'il y a un référent d'un club qui m'a dit par exemple, moi je trouve pas le document pour le responsable espace compétition, par exemple. Ou j'aimerais avoir le document sur quelles sont les prérogatives de l'accompagnateur école d'arbitrage. Donc tout ça, on a référencé tous ces documents-là qui aujourd'hui ont été créés et sont disponibles. Ils n'ont pas été créés par le comité, pas du tout. Ils ont été créés par la CTA. Et donc on les a référencés pour les mettre à disposition plus facilement des clubs. Est-ce que vous voyez la page du comité? Oui. Ok. Donc là, quand on va dans le comité, les commissions, il y a un nouvel onglet sur la commission arbitrage. Et quand on clique dessus, alors c'est une page qui est en construction, donc elle va se développer, elle va se mettre à jour, on va mettre d'autres informations. Il y a notamment des informations sur éventuellement vos interlocuteurs au niveau du comité. On est aussi en train de remettre, de mettre à disposition les noms des référents CTA des bassins de pratique. Et on a fait une liste de documents qui aujourd'hui sont mis à disposition des clubs. Mais parfois, il faut aller sur eHand, par exemple, pour les trouver. Et je sais, par exemple, Benjamin, tu as parlé d'accéder à eHand. Moi, je sais qu'en tant que président de club, je n'ai pas accès à eHand. Et j'y ai eu accès parce que j'ai quelqu'un qui a été accompagnateur territorial et qui du coup m'a prêté ses identifiants pour que je puisse récupérer les docs ou les voir. Mais je sais, il y a certains documents, je ne sais pas si les clubs aujourd'hui y ont facilement accès. Donc il y a vraiment des documents sur la bonne tenue des compétitions. Donc l'officiel table de marque, le responsable de salle. Les documents sur la feuille de match électronique, la gestion de match électronique, les documents sur les accompagnateurs écoles d'arbitrage. Ça, c'est un document qui avait été envoyé par la CTA, justement, sur l'activation des JAJ, le tuto, des fiches d'explication, des fiches d'exclusion, les protocoles fair play, protocole d'attitude, suspicion commotion cérébrale, voilà, des documents comme ça.
Et tout à l'heure, on parlait des prérequis, sur les différents niveaux, et notamment le JAJ Club. Qu'est-ce qu'on attend? Enfin, le JAJ Club, qu'est-ce qu'on attend comme prérequis pour éventuellement dire, voilà, ce gamin, il est intéressant, je contacte mon référent bassin de pratique pour qu'il vienne éventuellement le voir pour valider. Donc là, il y a les référentiels de formation. Et le livret arbitrage 2016, qui n'est pas le dernier, mais qui est disponible livre de droit, celui-là. C'est le dernier. Ah, c'est le dernier, pardon. Il y en a pas d'autres aujourd'hui. En fait, ça vous amène sur un... Normalement, il est disponible sur le site de la Fédération française de handball. Voilà, bon, on vous a tout mis dans le comité. Vous allez à le comité, commission, arbitrage, et vous avez toute la page avec tous les documents téléchargeables, si vous avez besoin. Benjamin, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais réagir sur 2-3 trucs que tu as dit. Donc déjà, la première chose, le livret arbitrage, c'est bien le dernier en date. Par contre, je vous encourage à regarder celui qui est sur la Fédé, puisqu'il y a des notifications qui changent toutes les saisons. Tous les étés, il y a une nouvelle note qui apparaît pour modification du code de l'arbitrage, ou sinon, il faut regarder sur les infos qui sont faits par la fédération pour avoir les dernières news. Normalement, je dis bien normalement, on devrait en avoir un en 2020, voire 2021, puisqu'on change de livret toutes les Olympiades. Donc, on devrait avoir un nouveau livret bientôt. Quand il sortira, on ne sait pas, avec tous ces reports dus au Covid, on ne sait pas trop. Deuxième info, c'était par rapport aux documents sur ce que tu disais, les référentiels. La majorité sont à jour. Il y en a d'autres qui sont en train d'être remis à jour, de ce que j'ai eu écho. Donc, il y a des coms qui vont partir, et je pense que ça sera tout à jour. Je sais que moi, j'en ai mis aussi à jour pas mal quand je y bossais. Donc, il y a des documents qui me parlent dans ce que je vois là. Et dernière chose qui a été dit en chat, quand tu es en président de club ou en responsable club, enfin l'administration de ton club, a forcément accès à Gestand via les coordonnées, forcément accès à e-hand via les coordonnées Gestand. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui a les coordonnées, par exemple moi, sur mon club à la Chambert, c'est 61 34 059, j'ai un code, et je mets 61 34 059 nanana avec mon code, et je rentre dans e-hand directement. La deuxième chose, c'est qu'une personne, quand tu vas créer, parce que tu as la possibilité dans le Gestand de créer des utilisateurs, en débloquant des droits. Quand tu crées un utilisateur pour consultation pour X ou Y raison, moi je sais qu'au sein de mon club, j'ai créé une fiche à mon responsable arbitrage pour qu'il puisse se connecter dans Gestand et dans e-hand pour désigner. Donc ça veut dire qu'au sein de ton club, et je sais que le OMHB avec Olivier, ils le font beaucoup, ils ont la possibilité de désigner les animateurs école d'arbitrage ou les accompagnateurs ou l'assimilé A la possibilité de désigner de manière officielle le JAJ club au sein de son club. Oui. Oui, on le fait qu'avec les moins de 18. Voilà, tu le fais avec les moins de 18 ou OMHB, mais il faut savoir que ça se fait du moment. En fait, et c'est là où il y a l'intérêt de créer le statut JAJ Club dans Gestand, et qu'on demande au club de créer le statut JAJ Club, c'est tout simplement parce que du moment que que le gamin ait créé JAJ Club dans Gestand avec la petite case cochée, et ben il y a une fiche automatiquement qui va se créer, qui prend environ 24 heures à être créée, puisqu'il y a une synchronisation qui est faite tous les jours à 23h59 entre e-hand et Gestand. Du coup, qui va être créé dans e-hand, et le jeune pourra se connecter à son e-hand avec les identifiants qui pourront lui être envoyés par le club et la structure. En gros, la structure peut s'assimiler à ce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je fais au niveau des désignations, à son échelle. S'il y a besoin de renseignements sur ça, et là, encore une fois, je sais que la Ligue est un peu opaque sur ces informations-là, il faut que les personnes qui ont besoin n'hésitent pas à appeler les clubs qui s'y connaissent. En l'occurrence, là, moi, je cite Olivier parce que je sais que pour avoir pas mal discuté avec lui sur ce sujet-là, il l'utilise beaucoup. Et s'il y a d'autres clubs qui veulent l'utiliser,
il ne faut pas hésiter à contacter les personnes qui l'utilisent aujourd'hui, ou même moi, si vous voulez, ça ne me dérange pas de renseigner les personnes sur comment désigner au sein des clubs. Il n'y a aucun problème sur cet aspect-là. Ça me fait de temps en temps. Là, c'est parce qu'ils nous passent un document. Là, on est un écran partagé. Sinon, tu mets soit ça. Non, mais ils le font, ça le fait. Et j'ai les 8 photos. Ok, bon. Ça marche. Très bien. Vas-y, Olivier, je crois que tu... Oui, je voudrais juste dire qu'on ne l'utilise pas beaucoup, on l'utilise sur une catégorie particulière, qui sont les jeunes arbitres de moins de 18 ans. Sur les moins de 13, sur les moins de 13 et moins de 15, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a peu de capacité à joindre directement l'arbitre. Il faut passer par les parents, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. Après, voilà, je pense que, et je disais, tu l'utilises beaucoup par rapport à certains clubs, en termes de comparaison. C'était plus dans cette logique-là. Mais ça marche bien. Hein. Mais comme tu disais, effectivement, sur des catégories de petits, c'est compliqué parce que tu passes forcément par le représentant légal. Donc, on passe par le fichier Excel, voilà, email, fichier Excel, enfin classique, quoi, comme vous faites sûrement. Après, je pense que voilà, pour les jeunes, que ce soit à tout niveau, pour les jeunes qui vont potentiellement passer sur du T3 rapidement, ou plus ou moins rapidement, que ce soit dans 1 an, 2 ans, ou pour les commencer à les former, à les initier sur ça. Personnellement, au sein de mon club, je sais que je commence à leur expliquer IAND très rapidement quand je vois qu'ils ont un potentiel. Parce que c'est aujourd'hui, au niveau des désignations, que tu sois au niveau T3 ou au niveau national, tout passe par IAND. Pour une raison toute simple, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec René, la traçabilité. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui tu as un problème sur IAND, tu sais pertinemment que la fédération y a accès et peut te sortir un historique de tout ce qui s'est passé sur IAND. Tout. Donc c'est pour ça qu'on est... Moins de 18. Comment? Pas avant moins de 18. Je ne vois pas des moins de 13 et des moins de 15 sur IAND. Moins de 13, moins de 15, c'est petit, mais pour des jeunes, par exemple, des moins de 15 qui vont passer rapidement sur du niveau moins de 18, voire sortir rapidement du club pour passer sur du T3, moi, ça ne me choque pas. Après, je ne dis pas les désigner automatiquement sur IAND, faire le vrai processus, mais au moins leur montrer que ce processus-là, ça sera le processus qu'ils vont avoir à faire dans quelques semaines ou dans quelques mois s'ils montent rapidement. En l'occurrence, et avec Corentin, on a été assez choqués du niveau de méconnaissance des outils aujourd'hui par les jeunes qui sont arrivés en formation, même en T2. Aujourd'hui, on a des T2 qui ne savent même pas rentrer leur disponibilité comme il faut. Si je peux me permettre, je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, la liste que ce soit, je m'occupe de toutes les désignations au sein de mon club, que ce soit pour des 13, pour des 15 ou pour des 18, je n'ai les équipes qui sont faites que le jeudi, voire le vendredi. Or, imagine le laps de temps qui me reste jusqu'au samedi pour désigner des jeunes, demander à leurs parents qui veuillent bien me libérer les jeunes. Alors, donc, je ne sais pas comment tu fais pour passer par Yann, pour passer par machin, pour passer par... Je vais être transparent. Je vais prendre les deux casquettes. Si je prends la casquette aujourd'hui de responsable désignation du secteur, je rencontre exactement le même souci au niveau des jeunes. Il faut savoir que c'est un souci qui existe à tous les niveaux, et encore même au niveau national, où la fédération encourage les arbitres à encore pratiquer, puisque c'est toujours un aspect positif. Et moi, même ma personne, je pratique encore. Et comme beaucoup d'arbitres, on pratique encore. Mais en aucun cas, on demandera à des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses de faire un choix entre la pratique d'arbitre et la pratique de joueur ou la pratique de coaching. Par contre, et j'ai encore eu des débats, je ne vais pas dire houleux, mais pas loin, avec des arbitres, sur le fait qu'ils n'ont pas leur disponibilité. Pour être très clair aujourd'hui, là je vais parler uniquement du T3. Si j'ai un arbitre qui ne rentre pas ses disponibilités, il ne sera pas désigné. C'est aussi simple que ça. C'est logique. Après, un arbitre qui va m'indiquer sur ses disponibilités, je suis disponible potentiellement de 15h à 19h en attente d'un potentiel match de mon équipe, je sais que cet arbitre-là, je vais potentiellement lui garder un match de côté.
parce que je sais qu'il y a la possibilité ou pas qu'il soit disponible. Bien évidemment, me faire un petit SMS le vendredi soir ou même le jeudi quand ils ont leur dispo et me dire je suis disponible pour siffler. Je sais que il y a Émilie qui est là, qui est dans le groupe T3. C'est déjà arrivé qu'il y ait des T3 ou même Émilie qui me disent voilà, ou même que moi je l'appelle Émilie en lui disant j'ai besoin de. Est-ce que tu es disponible pour couvrir un match demain à 14h? Ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est de la communication. Après, au niveau, si je prends la casquette de président de club, je me suis battu longtemps et très 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 longtemps avec mes coachs pour leur faire comprendre que s'ils veulent avoir des arbitres au sein du club, il faut qu'ils fassent leur groupe tôt. Je sais qu'il y a des équipes qui ont leur entraînement que le vendredi soir. Je le sais, et dans tous les clubs, c'est le cas. Par contre, rien n'empêche de commencer à réfléchir en amont, de savoir qui est disponible. Forcément, si aujourd'hui on a la possibilité d'avoir 14 personnes sur une feuille de match, si j'ai 15 disponibles, je sais pertinemment que dans mes 15, il y en aura un qui arbitrera. Et après, c'est aux joueurs ou aux joueuses ou aux coachs de mettre en place un système qui me permet, je ne vais pas dire le vendredi, mais moi je suis plus. Aujourd'hui, je suis fixé sur le jeudi. J'ai demandé à mes coachs et à mon responsable d'arbitrage d'avoir l'intégralité des désignations faites le jeudi. Ça arrive qu'il y ait des loupés. Mais le jeudi soir, je veux que sur ma plateforme, parce qu'on utilise beaucoup Teams au sein de mon club, que sur la plateforme Teams qu'on a aujourd'hui, tout soit mis en place. Et c'est le cas. Ça a mis du temps, mais c'est le cas. J'entends ce que tu dis, mais quand tu as des coachs, par exemple, je vais prendre une catégorie de moins de 15 et j'ai 2 équipes à moins de 15. Et quand il y a des joueurs qui varient entre la 1 et la 2, enfin, ou entre la A et la B, et que tu ne sais pas s'ils vont jouer à l'extérieur ou s'ils vont rester à la maison, etc., eh ben, je te garantis que des fois, tu es juste de chez juste, quoi. Alors là, je comprends totalement. Et là, il y a 2 solutions. La première solution, c'est de faire officier la catégorie au-dessus, s'ils ont la possibilité. Et la deuxième solution, qui répond en partie à ce qu'a dit Julie tout à l'heure, de la mutualisation, un club, par exemple, comme Prades, qui va avoir des clubs dans son bassin à proximité, si tu vois que sur un match, potentiellement, tu sais que tu ne vas pas avoir d'arbitre, un coup de fil au responsable de bassin ou au club d'à côté en leur disant hey, les gars, vous n'avez pas un arbitre à me dépanner? Je prends l'exemple avec Olivier, et je sais qu'on a commencé à mettre ça, on a voulu commencer à mettre ça en place l'année dernière entre le MHB et la Chambert. Nous, à la Chambert, on est souvent, on va dire, couverts, parce qu'on a souvent des arbitres. Mais ça nous arrive de temps en temps d'avoir des matchs disponibles. Olivier a beaucoup d'arbitres dans son club. Autant que les arbitres viennent siffler chez moi, s'ils ont la possibilité, et inversement, pour les sortir un peu de leur club aussi, et les préparer à une sortie éventuelle à terme sur du T3. J'ai une question à ce propos. Est-ce que ça peut être fait, on va dire, spontanément, ou est-ce qu'il faut une autorisation préalable du référent CTA pour qu'un gamin d'un club aille arbitrer dans un autre club, de JAJ club, là, je veux dire. Ça peut être fait spontanément. Il n'y a pas besoin de validation parce que sinon, ça rend un travail beaucoup plus lourd. Par contre, après, voilà, je pense que c'est quand même intéressant qu'il soit dans la boucle des mails, au moins le référent de bassin. Si, par exemple, toi, Lunel, tu contactes Lansargues, en l'occurrence, en plus, le responsable arbitrage de Lansargues, c'est Malik, qui est aussi référent de bassin. Si ta responsable d'arbitrage contacte Malik en lui disant voilà, j'ai besoin que tu dépannes pour un truc, tu mets, enfin, même un autre club à côté, tu mets dans la boucle Malik, ça mange pas de pain, il est au courant, il sait ce qui s'est passé dans son truc et potentiellement il sait qu'il y a eu un échange. Après, la majorité du temps, ça se passe plutôt bien. Mais il n'y a pas besoin que Yvan, que moi, ou que Corentin, ou que quelqu'un du secteur ou de la CTA valide ces échanges-là, parce que sinon, ça rendrait les communications beaucoup trop compliquées. Oui. Olivier, tu as la main levée? Oui, je voulais dire sur le fait qu'on a beaucoup d'arbitres, on a un nombre important, mais comme on a un club avec beaucoup de monde, au prorata, je ne sais pas ce que ça donne en fait. J'ai jamais fait le calcul. Il faudrait qu'on se fasse tous un prorata. Ça mais après, intéressant parce que je ne suis pas sûr, j'en ai tant que ça, parce que j'ai aussi, comme vous, des difficultés à, disons, staffer, notamment sur les moins de 18.
Au moment, j'ai très peu d'arbitres de moins de 18. C'est mon souci. Et je te rassure, c'est Voilà. le trou au niveau Voilà, des donc, catégories. j'en ai, mais on se heurte chaque semaine à des problèmes de, disons, désignation, pareil. Alors, bon, peut-être pas à chaque fois beaucoup, mais à chaque fois, il y en a un ou deux qui nous manquent. Et du coup, le process qu'on fait, alors nous, c'est pas le jeudi, c'est le mercredi, puisque la règle, c'est que l'école d'arbitrage désigne d'abord. Donc, c'est Émeric Lamp qui a donc ce rôle chez nous. Il désigne d'abord, et le mercredi soir, si on n'a personne, c'est la direction technique qui désigne un coach qui doit, lui, désigner un jeune pour arbitrer. Alors, on prend des jeunes généralement de moins de 18, de moins de 18 régions, de moins de 18, et qui sont donc, entre guillemets, forcés. On leur demande d'aller arbitrer, puisque, in fine, c'est bon, comme pour tout le monde, la règle, c'est que ce sont les joueurs qui arbitrent des joueurs, en fait. Même s'ils sont formés et qu'on appelle cela arbitre, le but, c'est que ça soit les joueurs du club qui arbitrent les plus jeunes du club. Donc, mais ils ne sont pas autorisés. Comment? Ils ne sont pas autorisés. N'importe qui peut, n'importe quel joueur avec une licence, sauf si je me trompe, mais je crois que je sais pas. Mais a priori, n'importe quel joueur qui a une licence validée, une licence joueur, peut arbitrer. Je ne crois pas, non. Il faut qu'il ait son JAJ club dans la saison à un certain moment. Dans la saison, oui, voilà, c'est ça qu'on fait, oui, bien sûr. Donc ça marche depuis des années. Ça marche depuis des années, ça. Donc, Mais dans les moins de 18, normalement, il n'y a pas des arbitres officiels? Non, je te dis disons, jeunes arbitres de moins de 18 ans qui, chez nous, arbitrent du moins de 15. Du moins de 15 ou moins s'ils débutent. Ok. C'est essentiellement ce que je voulais dire là-dessus. Voilà. Et nous, on fait arbitrer s'il y a des moins de 9 qui jouent et qu'après il y a moins de 15, c'est moins de 15 qui arbitrent les moins de 9. Quand il y a les moins de 18 qui jouent et qu'il y a des moins de 15 filles qui jouent, c'est l'équipe qui joue après qui les deux arbitres. C'est ce qu'on essaye. C'est ce qu'on essaye. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye tous de faire. Je pense que c'est parce que quand ils vont à l'extérieur, on les laisse aller jouer. Et quand ils sont à la maison, on fait toujours jouer l'équipe qui joue après, qui arbitre. C'est toujours deux gamins qu'on va désigner pour ça, qui ont l'aptitude déjà d'arbitrer aussi. Voilà. Parce que quand on fait des stages, on regarde qui c'est qui est apte, qui c'est qui n'est pas apte à arbitrer. Parce qu'il y a des gamins qui vont tenir un sifflet, ils ne vont jamais siffler. Hein. Donc c'est dans les stages qu'on voit ce qu'il en est avec un sifflet. Voilà. Moi, j'ai encore une petite question qui, justement, pour ce problème des fois de manque d'arbitre, on est amené à appliquer la règle du tirage au sort. Or là, c'est un grand malheur. Parce que quand on applique la règle du tirage au sort, évidemment, le coach qui sait qu'il va se priver d'un joueur, qu'il arbitre ou qu'il n'arbitre pas, vous donne pas le meilleur. Et on en arrive à des arbitrages évidemment catastrophiques. Et le mot est faible peut-être. Merci beaucoup pour cette remarque et je voulais en parler au tout début et donc c'est bien que ça vienne même si c'est à la fin parce que c'est essentiel. Ce n'est pas la CTA qui fabrique les arbitres dans son garage, ce sont bel et bien les clubs. Et effectivement, il peut arriver que ponctuellement, il y ait un arbitre qui ne puisse pas se déplacer au dernier moment. Mais si nous n'avons pas suffisamment d'arbitres pour officier, c'est parce que les clubs n'en ont pas donné ou qu'ils ne sont pas suffisamment disponibles. Parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, il faut effectivement qu'on travaille tous ensemble pour que les clubs soient couverts. Mais moi aussi. Même des 13 ans. Hein. Mais bien évidemment. Mais simplement, au niveau des 13 ans, logiquement, c'est au club de faire les désignations et donc, au sein du club, vous devriez avoir un vivier local plus facilement mobilisable. Pas tout le temps. C'est quand même l'arbitre, avant de désigner un joueur, c'est quand même l'arbitre le plus capé
ou dans le club, ou dans les tribunes, Le vrai il y a officier. quand même des options avant d'en arriver aux joueurs. Moi, Non, les non, règlements que je connais, il y a Non, plusieurs non, non, options. non. Si vous avez un GAJ3 dans l'équipe, c'est une priorité, c'est le GAJ3 qui va arbitrer. Et vous en avez à tous les matchs, des JAJ3? Eh bien, des fois, on en a dans les tribunes qui viennent voir le match. Des fois. Et quand ils Pas vont pas, toujours. qu'ils arbitrent un peu plus tard, on leur demande de venir arbitrer ce match. Voilà. Moi, on va dire que j'ai trouvé le moyen, entre guillemets, de contourner la règle. C'est pas bien ce que je vais dire, mais bon. Aujourd'hui, on sait que la procédure, elle est ainsi. On a connu tous cette procédure-là, et elle est aussi cruelle pour le club qui siffle que pour le club qui reçoit, que pour les gamins qui va siffler et l'autre gamin qui va pas siffler. Mais aujourd'hui, il y a, comme on l'a dit, il y a des possibilités avant d'en arriver au tirage au sort. Malheureusement, des fois, on arrive au tirage au sort. Si on doit y arriver, ben, on fait comme on peut, hein, j'ai envie de dire. Mais si on veut éviter, ben, potentiellement, dans notre club, on sollicite nos arbitres T3 qui potentiellement n'arbitrent pas. On leur dit de venir dans les tribunes. Et puis voilà, ça se passe très bien. Et puis s'ils doivent siffler, ils sifflent. S'ils sifflent pas, ils sifflent pas. On dirait il y a une règle à respecter quand même. Vous venez de dire là, on va prendre le plus mauvais des gamins. L'entraîneur va donner le plus mauvais pour arbitrer. Je ne le conçois pas parce que je considère que si on doit tenir une rencontre, c'est de mettre le meilleur arbitre que tu es dans le groupe. Sinon, tu sais que ça va être un pugilat. Quelque part, pour moi, je suis entraîneur, et tant pis, si lui est le meilleur arbitre, je vais mettre, même si c'est mon bon joueur, je vais le mettre arbitre pour au moins avoir la tenue de match. Sinon, on va directement, quoi. Je pense qu'on partage tous cet avis-là, mais après, enfin, on partage tous cet avis-là, ceux qui sont présents à la réunion. Après, je pense qu'il y a des clubs qui ne partagent pas cet avis-là, et on va dire c'est dommageable pour eux. Mais malheureusement, ils jouent avec la règle. Et aujourd'hui, et après, on vient se plaindre qu'il y ait eu des incidents. C'est ce que je veux dire par là. Au moins, n'en parlons pas alors. Ben voilà. Je ressens la chose comme ça. Si on met un pingouin, excusez-moi, à arbitrer, hein, que le gars il ne sait même pas mettre le sifflet à la bouche, on sait où on va directement. Même un entraîneur, il est quand même pas bête. Un entraîneur, il sait ce qu'il va faire. Mais le règlement le part, moi, je ne sais pas, on essaye à limiter ça, on éduque nos éducateurs dans ce sens-là. Ouais, faut faire attention avec tes pingouins quand même. Non, c'est façon de parler. C'est façon de parler. C'est sûr que Marc, il y a le règlement, mais il y a le bon sens. Moi, après, tous les coachs n'ont peut-être pas le bon sens en eux. Mais après, dans l'idée, déjà dans l'idée, normalement, cette règle-là qu'on parle, est-ce qu'il y a un arbitre dans les tribunes et tout, c'est une règle qui s'applique sur les matchs désignés. Ça ne s'applique pas sur les matchs qui doivent être arbitrés par des JAJ clubs. C'est quand même au club de fournir un JAJ club, il me semble. Mais des fois, on n'en a pas. Oui, mais s'il n'y en a pas. Si dans le cas où le club domicile n'en fournit pas, la procédure s'applique. Ah oui. Voilà. Mais encore une fois, et là, je vais être cruel, hein, et nous, on le sait au sein du secteur, et le comité le saura aussi à terme, puisqu'on va bosser de pair, mais on sait pertinemment aujourd'hui, quand nous, on fait nos états des lieux en début de saison, quel club forme qui, et à quelle quantité. Donc, encore une fois, moi, je sais pertinemment, au niveau désignation, on va dire que pour en avoir longuement parlé l'année dernière avec Yvan, Corentin et Léo, qu'un club qui ne forme pas par rapport à un club qui forme des arbitres, dans mes désignations, il va être privilégié. Dans le sens où si j'ai 2 matchs à la même horaire avec un club qui forme et un club qui ne forme pas, le club qui forme des arbitres va forcément, si j'ai un arbitre dispo pour les 2 matchs, il va avoir le match. Et dans le cas où il n'y a pas d'arbitre, malheureusement, comme on a dit, il y a des clubs qui sont désuets de bon sens et qui n'ont pas envie de jouer le jeu. Malheureusement, on va vers des pugilats et on va vers des problèmes. Et après, voilà, on se retrouve avec des problèmes sur des rencontres. Ma question, en fait, serait de savoir qu'est-ce qu'il manque à un accompagnateur de jeune arbitre qui déjà connaît toutes les règles, puisque moi, je me tape le gros bouquin 2 fois par an, quoi, histoire de ne pas raconter de conneries après. Qu'est-ce qui me manquerait pour que je puisse, moi, prendre la main
un arbitrage sur un match comme ça? Alors prendre la main, ça veut dire arbitrer vous-même, c'est pas possible. Les jeunes doivent arbitrer les jeunes. Voilà. Normalement, un arbitre doit arbitrer son niveau, mais de préférence le niveau inférieur. Tout à fait. Donc ça veut dire que un moins de 18 devrait arbitrer un moins de 15, un moins de 15, un moins de 13, ainsi de suite. Maintenant, le problème, alors il y a deux problématiques, c'est qu'on sait pertinemment qu'il y a des moins de 12 qui sont capables de gérer des moins de 18. Il y en a peu. Oui, oui. C'est rare. C'est pas mal. Voilà. Mais c'est les mettre en difficulté a priori, de toute façon. Donc il vaut mieux, de toute façon, rester sur le principe qu'ils vont arbitrer le niveau inférieur. Maintenant, effectivement, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut, et c'est effectivement ce que disait Benjamin, qu'on ait la possibilité d'avoir d'autres JAJ présents ou qui se rendent disponibles. D'accord. Ça règle pas mon problème, mais bon. Malheureusement, sur ce coup-là, on a. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. C'est une loi qui existe depuis X années. Hein. Ce règlement-là, il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, mais on est. Le handball à 25 ans, j'en ai 62, il existe toujours. Hein. Moi, c'est la même règle, elle n'a pas changé. Hein. J'ai 2 équipes par catégorie. J'ai quand même un vivier de 14 ou 15 jeunes arbitres. Et entre ceux qui jouent à l'extérieur et etc., mais je m'en sors pas. Faites-le comme vous voulez. Ah oui, non, mais t'es pas le seul, Marc. Oui, je me doute. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution miracle ou magique? On est tous à la même enseigne. Hein. On est tous à la même enseigne. Hein. C'est pas évident d'avoir les mêmes arbitres tous les week-ends. Peut-être qu'une des pistes, ce sera d'essayer de faire de la mutualisation des JAJ clubs avec les clubs de proximité. Proximité. Vous, ponctuellement. Sur Montpellier, Lunel, ça peut aller, mais nous, le plus près, c'est Clermont, c'est Frontignan, c'est Béziers, c'est minimum 30 km, donc c'est pas évident, quoi. On ne peut pas faire venir un jeune arbitre de Frontignan, hein, ça ne va pas se passer. Nous, à proximité, on n'a rien. Hein. Bon, on se débrouille, on y arrive quand même. Donc, comme le disait Corentin, j'ai un peu travaillé avec Alexandre Péribet, qui est le responsable de l'école d'arbitrage de Chambert. Et on a un peu travaillé, enfin on n'a pas travaillé longtemps, hein, on s'est vu 1 heure, on a discuté de plein de choses. Mais en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait bien justement que quand on est un petit peu gêné au niveau de désignation, alors essentiellement sur du moins de 15, hein, moins de 15, moins de 13 maximum, et bien qu'on puisse faire appel aux arbitres de l'autre club s'ils sont dispo. Alors la première difficulté, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance vraiment ces problèmes, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que l'on sait une semaine à l'avance. Puisque comme beaucoup de clubs, il y a certaines conclusions de match qui sont faites au dernier moment. C'est-à-dire qu'on arrive avec une conclusion le mardi. Alors le temps qu'on cherche un arbitre chez soi, on se retrouve facilement le mercredi ou le jeudi. Et donc tout ça, on en a conclu que ça peut se faire qu'au dernier moment, quand les arbitres de chaque club savent s'ils vont jouer ou pas. Et ça, ils le savent généralement le mercredi ou le jeudi, en fonction du nombre d'entraînements qu'ils ont par semaine, hein, puisque le coach, généralement, indique qui vient jouer au dernier entraînement. Et deuxièmement, en fonction des matchs qui sont à couvrir ou pas. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment essayé, hein, on a juste commencé d'y réfléchir. Et on le fait parce qu'on est très proche, enfin proche au sens distance, proche aussi personnellement, puisque je connais bien Corentin et je connais bien maintenant Alexandre, donc on se connaît, quoi. Mais c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Peut-être entre Terran et puis Jacou, par exemple, que j'étais sur Terran et je connaissais très bien Jacou, ou avec, comment on appelle là, Vendargue, etc., ou Prades peut-être. Mais ça ne peut pas se faire sur des grandes distances. Je veux dire, 10 bornes, 20 bornes, après les gens vont demander à être couverts des frais, et puis j'en ai fait trop pour un club, pas assez pour l'autre. Enfin, on va rentrer dans des calculs un peu dignes de la Ligue, enfin de cette problématique de désignation sur des longues distances. Voilà. Alors moi, il y avait encore un sujet qu'on n'a pas traité,
Bon, d'abord, je voulais dire que j'adhère totalement à ce qui a été présenté au niveau de la page comité de l'Euro. Il y a vraiment besoin de cela, enfin en tout cas je l'ai ressenti. Quand on parle de mutualisation de ressources, la difficulté va être d'identifier ces ressources, quelle va être leur autorité, comment elles vont être nommées, comment ça va se faire, mais ça j'imagine que ça va être traité après. Je crois qu'il y a un travail sur les contenus aussi, il y a un travail sur peut-être alors tout ce qui est pratique, pas en club, mais en club sous forme, enfin nous on a essayé de le mettre en place et on a pu le faire parce qu'on a une masse critique, mais quand j'étais sur terrain où j'avais pas beaucoup d'équipes, c'est des choses que je pouvais pas faire, c'est-à-dire d'organiser des stages, ne serait-ce que d'un jour où on puisse former le matin et faire jouer l'après-midi sur des tournois. Alors nous on les fait tournois internes, hein, mais peut-être des tournois cross-club, des tournois amicaux, hein. C'est peut-être quelque chose qui est faisable. L'autre point qui se faisait, alors qui se fait toujours dans le département du Gard et qui se faisait au niveau de la CDA avant, mais je sais que ça fidélisait pas mal les 10 ans arbitres, ce sont des stages vraiment où tous les jeunes partaient 2 jours à Metz par exemple. Moi, je sais que j'y ai participé à plusieurs. D'ailleurs, René était là. Enfin, j'en ai fait plusieurs avec René et avec Christopher et avec Corentin aussi. Et j'avoue que c'était des moments où on pouvait à la fois les former, donc s'assurer qu'il y ait des messages techniques, alors à la fois technique, comportement, connaissance de l'environnement qui soit cohérent, entre guillemets, validé. Et puis, deuxièmement, des moments où on pouvait les corriger, même s'ils n'arbitraient pas beaucoup, le peu qu'ils arbitraient on va dire 2 fois, des fois 15 minutes, ou peut-être même moins, ou peut-être 3 fois, ça permettait de les corriger vraiment comme on peut le faire quand on fait un, disons, suivi très très précis. Et puis enfin, en soirée, on allait voir un match, on les faisait travailler ensemble, on les faisait réfléchir sur l'arbitrage, et donc au global, moi, j'ai l'impression que c'était un support à la fois formation, pratique, mais aussi fidélisation, puisqu'ils sortaient contents parce qu'ils avaient passé 2 jours en groupe, et un peu comme, voilà. Donc c'est une idée, voilà, moi qui me paraissait, enfin, une chose que j'ai vécue en tant que formateur et en tant qu'encadrant là-bas, et c'était vraiment, enfin, tous les jeunes étaient généralement contents, quoi. Voilà. Je lance ça à votre sagacité. Et puis, ensuite, mais on n'en a pas parlé, c'est tout le cursus qu'on appelle intensif chez nous, mais c'est l'identification des jeunes qui sont potentiellement performants, enfin qui pourraient être dans le parcours performance. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui pourrait être évoqué aussi. Alors, est-ce que c'est plus avec la Ligue? Je crois c'est notre nouveau CTF qui s'en occupe, et je sais qu'il faut que je prenne contact avec lui à ce sujet, mais voilà, c'est peut-être aussi un sujet qui peut intéresser les clubs. Comment identifier les jeunes, mais tôt, hein, j'entends, dès le moins de 15, hein, comment identifier des jeunes qui pourraient être à terme dans le cursus performance. Voilà. Une petite question sur les stages dont tu as parlé. Oui. C'est quelque chose qui se faisait à l'initiative des clubs, ou c'était quelque chose qui était géré par le comité? C'était organisé par la CDA, et il est déjà prévu de recommencer à le mettre en place au niveau de la CTA. Mais je pense que ce sera à l'occasion d'une autre réunion, parce que ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est là, et il va falloir aller se sustenter un moment ou un autre. Bonsoir à tout le monde alors. À la prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au Merci. revoir, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.